Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, bienvenue pour cette première émission audio du site Soccer Populaire. Alors, pour nous présenter, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, donc l'activité Soccer Populaire, elle a débuté un soir de mars 2012. Donc aujourd'hui, ça représente 415 articles, des entretiens avec les amateurs et des professionnels du foot, des entretiens avec des journalistes, des anciens joueurs, des formateurs, des éducateurs, des agents, des médecins, des psychologues du sport, des coachs mentaux, des nutritionnistes, des écrivains, mais ce sont avant tout des émotions partagées. Et donc, pour fêter nos 10 ans d'activité, nous lançons ce nouveau format qui, j'espère, va vous plaire. Et notre première émission est justement consacrée à l'Olympique de Marseille. Alors, avant de vous dévoiler le programme de cette émission, je vais vous présenter Jérémy qui va m'accompagner ce soir. Alors, Jérémy, comment on pourrait te définir? D'abord, est-ce que tu vas bien, Jérémy, et comment tu te définirais? Ah, alors là, comment me définir moi? Je pense que Laurent est à Oui. même de me présenter. Ah non, non, non. Alors On moi, je veux veut, bien te présenter, mon Oulsa, mais je suis pas sûr que ce soit complètement on ton veut une vraie avantage. définition, une vraie présentation du Jérémy. Jérémy, c'est qui? C'est un amateur de foot, supporter des Verts. Supporter des Verts avant tout déjà, oui. Ok. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, convaincu par un modèle alternatif qui ne verra peut-être jamais le jour. Ça, c'est pas mal, ça, D'accord. comme définition. Et Donc ça, c'est puis, pour la deuxième partie de la soirée avec Massilia Sauce voilà, Club. s'ils arrivent à se connecter, évidemment. Attention, justement, je suis en train d'essayer de voir avec lui. Donc, je Ok, reviens vers bon, toi, là. Hein, je reprends la je suis main. désolé, Je je suis reprends pas la main. concentré à 100%. Ouais. Il n'y a pas de problème. Donc, au programme du Voilà, soir, premier juste thème. stage, on est obligé de rajouter que la présentation de Jérémy ne peut pas être complète si, pour ceux qui n'ont pas vu la photo de Jérémy avec son Bob Cochonou sur les routes du Tour de France, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est un Donc amateur de Tour de si, France. si jamais tu peux la glisser dans le space, il faut que les gens voient ça, quoi. Voilà. Tu veux vraiment décrédibiliser l'émission ce soir, Laurent, c'est ça? J'essaie de meubler Alors, avant que Massilia ils arrivent. non, mais ils vont arriver, t'inquiète pas. Alors, premier thème de la soirée autour de l'OM. Donc, il y a l'actu de l'OM avec Najet qui nous a rejoint gentiment. On va parler de la gestion un peu sans Paoli. Cette saison qui me semble un peu particulière parce que malgré des bons résultats, j'ai l'impression qu'à l'OM, il y a, je sais pas, il y a des critiques qui sont faites autour du club, autour de la gestion de Sampaoli. Donc, c'est intéressant de partager ça avec vous. On va également parler de la fin de saison de l'OM et des objectifs Ligue des Champions parce qu'on s'était eu ensemble, Najet, je crois que c'était au mois d'août ou au mois de septembre de cette année. Tu m'avais dit l'objectif c'est top 3, donc on reviendra là-dessus. Et puis, sur je dirais, l'actualité qui va bouillonner très, très prochainement, c'est le match à Saint-Étienne où on aura notre Laurent, notre Joss Randall, qui fait des chroniques sur l'excellent site Peuple Vert et donc qui apportera un petit peu son analyse de ce match côté stéphanois. Et dans un deuxième temps, on abordera donc l'entretien qu'on a eu avec Massilia Sauce Club, qui est un projet d'actionnariat populaire voilà, qui touche l'OM. C'est quelque chose qui touche également beaucoup Jérémy, qui est passionné de ce type de projet. Donc, on reviendra sur cet entretien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, pour commencer ce premier thème, je vais donner la parole à Najet. Je vais lui poser quelques petites questions. Les autres, n'hésitez pas. Laurent, Jérémy, si vous voulez prendre la parole. On s'était eu en septembre. Et tu étais assez, on va dire que tu étais plutôt enthousiaste à l'idée de voir cet OM-là. Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bons résultats. L'OM est toujours en course pour la Ligue des Champions, toujours en Europe Conférence League. Et malgré tout, il y a beaucoup de critiques. Comment tu analyses cette saison finalement marseillaise? Alors, c'est une bonne saison. Après, c'est vrai que en fonction du moment où tu demandes ce qu'on en pense, forcément, ben, c'est Hum, pas la même chose. C'est vrai que quand on s'est eu en septembre, ben, je t'ai dit top 3, hein, hum, je maintiens. Après, il y a des choses qui font qu'on est plus critique, effectivement, quand tu n'es pas supporter ou que, on va dire, tu es hum, spectateur, que tu vois ça de loin ou d'un œil.
forcément, on est au mois de mars, au mois d'avril bientôt. On est deuxième, on est en course toujours du coup pour le podium, c'est ce qui était l'objectif. Alors on- le parcours en Coupe d'Europe, moi je l'ai trouvé catastrophique. Bon, il y a cette coupe, on va dire un peu des pauvres qui fait surface cette année, donc on va dire que c'est un peu la consolante. Pour l'instant, on y est, on fait le job. Je vais pas, honnêtement, je n'arrive pas pour l'instant à m'enthousiasmer sur cette coupe. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, le tableau est plus que correct et très beau. Après, forcément, je pense que les critiques dont tu parles, c'est sur le jeu. Il y a beaucoup de frustration parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, je pense qu'on a été mal habitués. C'est que, alors effectivement, moi, en début de saison, mais avec le mercato qu'on fait, enfin tous les changements qu'il y a eu, que ce soit du président, de l'entraîneur, euh, le mercato, l'ensemble de joueurs qui sont arrivés avec des joueurs sur lesquels on ne savait pas trop le niveau parce que ça jouait pas trop dans le club où ils étaient, toutes ces contrats sous forme de prêt, options d'achat, etc. Franchement, on savait, enfin moi personnellement, et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas, à se dire ça va prendre du temps et c'est normal. Le souci, c'est que ça n'a pas pris de temps. C'est que ça a été très bien tout de suite. Donc forcément, si tu veux, on a été, ce que je te disais, mal habitué. Du coup, très vite, on a vu du beau jeu, on a vu des joueurs qui se sont adaptés très très vite, pour la plupart en tout cas. Et la mayonnaise a vite pris. Donc forcément, on s'est habitué à ce que ça soit beau à voir. Et du coup, forcément, quand il y a eu un coup de moins bien, notamment sur les résultats en Coupe d'Europe, ou même dans notre façon de jouer, bon, ça s'est dégradé. Ou forcément, peut-être qu'il y avait aussi un peu de fatigue. Enfin, et puis tout ce qu'il y a pu avoir aussi avec l'entraîneur, ces changements constamment, etc. Donc, je pense que ça a contribué aux critiques dont tu parles. Après quoi, on est à 8 mois de compétition. Comment tu définirais le jeu de Sampaoli? Franchement, c'est compliqué. Déjà, je sais pas. Bon, généralement, quand tu arrives à un stade de la saison, tu demandes à n'importe quel supporter ou quelqu'un qui suit un club, et on va te dire, voilà, on a un entraîneur aujourd'hui qui joue comme ça. Moi, honnêtement, j'ai du mal parce que déjà, ça change beaucoup. Donc, je pourrais même pas te définir un système. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc moi, aujourd'hui, je pourrais pas te définir, Sampaoli, vraiment. Alors, sur les 3, 4 premiers mois, tu avais vraiment une équipe, notamment au milieu de terrain, tu voyais que c'était très poussé vers l'avant. Après, on a une deuxième phase où peut-être qu'on avait pris trop de buts, donc il fallait un petit peu calmer les choses. Et là, c'était beaucoup plus axé sur un jeu défensif où effectivement, on était à un moment la meilleure défense, dans les meilleures défenses du championnat. Mais du coup, on voyait beaucoup moins de jeux, on se faisait un peu plus chier. Là, tu vois, sur les matchs, au final, il n'y a pas beaucoup de matchs où tu te dis on a fait un très bon match, on va dire 90 minutes. C'est souvent par séquence. C'est très. Voilà. Mais après, il y a de belles choses. On va voir de beaux mouvements. Il y a quand même pas mal de bons joueurs dans cet effectif. Technique aussi. Il y a des joueurs pour qui ça a pris un peu plus de temps, mais je pense qu'il y a vraiment de bons joueurs. Après, comment je pourrais définir le jeu, honnêtement, je Compliqué. pourrais même pas te dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est très dur à analyser, en fait, c'est l'OM C'est cette dur à année. analyser. Oui, parce qu'en plus, la gestion Sampaoli, elle a été surtout critiquée. Alors moi, je vois de loin, pas la prétention de voir tout de ce qui se passe à l'OM, mais de loin, on voit. Alors, il y a déjà eu le cas Mandanda, bon, qui a été vite réglé. Après, il y a eu le cas Payet et le cas Milic, que moi, je relirai un peu parce que sans que Payet et Milic, il y a une connexion qui se fait moyen, quoi. L'un joue ou l'autre. Enfin, c'est assez compliqué de voir les deux bons ensemble. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Ce qui s'est passé un petit peu avec Milik quand il est arrivé, effectivement, c'est que bon, déjà, ça fonctionnait bien avant on va dire, qu'il soit de retour et qu'il soit intégré dans le 11. Donc déjà, on mettait beaucoup de buts. Donc forcément, la réflexion, et moi la première, c'est de se dire, punaise, mais quand tu auras Milik, qu'est-ce que ça va donner?
Et Mm. en fait, c'était pas du tout le cas, parce que Mm. quand il était, on va dire, quand il a dû intégrer le 11 et que du coup il jouait, c'était beaucoup plus compliqué, Mm. paradoxalement. Donc on avait un petit peu peur de le dire parce que franchement, ça fait des années qu'on attend un grand numéro 9 et c'est vraiment le cas. Pour moi, c'est un joueur vraiment de classe internationale. Donc Absolument. forcément, voilà, on était sur la réserve, on disait mais ça va venir, ça va venir. Ça, ça a pas du tout pris de suite. Donc ce qui a aussi conduit Sampaoli à pas le faire jouer tout le temps. Après, je pense que ce genre de joueur, euh, alors déjà, la façon de jouer, je pense que le système, il fait beaucoup aussi, hein. Je pense que les changements, moi, constamment au niveau des joueurs qui sont alignés, au niveau de la tactique, je pense que ça y fait beaucoup. Enfin, je veux dire, les automatismes, c'est important dans le foot. Et Mm. nous, clairement, il n'y avait aucune continuité. Et ça a joué aussi. Payet, c'est pareil, il joue sur beaucoup de postes. Enfin, tous les joueurs, en fait, ont été baladés sur pas mal de postes. Donc, je pense que ça a contribué aussi à ce que ça ne prenne pas. Bon, après, clairement aussi, Milik, il n'était pas en confiance. Et un numéro 9, on sait très bien que, Mm. enfin, on le voyait bien dans les derniers gestes, c'était, voilà, il n'était pas encore revenu, on va dire, à 100%. Il a été mis un peu sur le banc. Aujourd'hui, bon, il s'est reblessé, mais juste avant la trêve, il était clairement au niveau et bah, c'était le Milik qu'on attendait tous. Mm. Donc, j'ose espérer que sur la fin de saison, on va le voir à son meilleur niveau. Ouais, tu parles de Milit qui est sacrément buteur. Aujourd'hui, à date, il en est à toute compétition confondue 20 buts. Je trouve ça énorme. Non, non, moi, ouais, pour C'est, te dire, avant que on s'attarde un peu sur les chiffres, c'est vrai qu'au final, enfin, il était quand même critiqué et on se disait, quand j'ai vu le nombre de buts, je me dis, mais quand même, ouais, ouais, c'est c'est très, très impressionnant. correct, quoi. Mm. Après, il y avait d'autres, enfin, c'est pas qu'en Ligue 1, mais peu importe, finalement, même en ayant une période, on va dire, où c'était plus compliqué, il est quand même à 20 buts, quoi. Ouais. Jérém, Laurent, vous intervenez quand vous voulez. Oui, alors moi justement, je voulais faire une première intervention. D'abord, je suis très content de pouvoir parler à Najed, que j'ai entendu souvent, notamment dans l'after, enfin sur RMC, et que j'ai trouvé toujours pertinente. Euh, C'est gentil. de rien. J'ai une suggestion à faire sur la façon dont vous vivez ça, mais c'est juste une idée. On a beaucoup fait un parallèle qui, à mon avis, est pas le bon entre Sampaoli et Bielsa. Bielsa qui a laissé une image forte à Marseille. Et ce qu'on a vu au tout début ressemblait un peu à ça. Un football très offensif, très engagé. Et je pense que ça a contribué à renforcer cette idée de parallèle entre les deux. Alors qu'en fait, Sampaoli est beaucoup plus pragmatique. C'est un mec qui s'adapte tout le temps. Et effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, il y a un moment donné, quand il a fallu resserrer un peu, il a resserré. Et du coup, ça donne des OM différents cette année, à différentes périodes. Par contre, moi, là où en tant que supporter stéphanois, enfin, j'entends dire que Milik a mis 20 buts, c'est à peu près autant que toute l'équipe de Saint-Etienne depuis le début de la saison. Euh, Ça doit être pas loin, hein. nous, on aimerait bien voir ça un peu, hein, pour être clair. Et je trouve les gens un peu durs finalement parce que ok, ça n'a pas toujours été brillant. Effectivement, c'est un peu déstabilisant parce qu'il fait beaucoup de rotations, il fait beaucoup de changements. Enfin, ça marche quand même. Enfin, je veux dire, vous êtes sur le podium, vous êtes encore dans une Coupe d'Europe. Là encore, je sens bien elle est pas hyper valorisée à Marseille. Enfin, nous, on aimerait bien en jouer une aussi, même celle-ci. Et au final, ça marche quand même. Enfin, je veux dire, le truc, il tient la route. Vous avez des résultats. Moi, je trouve que les critiques envers Sampaoli sont dures. Alors, j'entends ce que tu dis, et en plus, je vais m'inclure dedans parce que moi-même, et puis alors après, il y a toujours les réactions à chaud. Forcément, après un match où tu es déçu de ne pas gagner, et notamment le match contre 3. En fait, si tu veux, je comprends tout à fait ce que tu dis, et encore, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à déjà, si tu es spectateur et supporter, tu sais très bien que tu ne vis pas les choses de la même façon. Mm. Ouais, Oui, c'est Euh, clairement. sûr. c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence qui est élevé, et peut-être qu'il ne faut pas, je ne sais pas. Honnêtement, quand tu reprends toutes les choses, tu remets toutes les choses en perspective, tu dis, non mais attends, regarde où vous étiez il n'y a pas si longtemps. Tout ce que je disais tout à l'heure par rapport aux changements qui sont intervenus au sein du club en début de saison, bien évidemment que si je prends juste les faits et je regarde notre classement et ce qui se passe,
je peux qu'être satisfaite. Ça, enfin, il n'y a pas que moi, enfin, tout le monde, c'est indéniable. Après, on est dans la saison, on regarde tous les matchs, on voit ce qui se passe, si tu veux. Moi, encore une fois, je suis contente de la saison qu'on fait. Il y a vraiment pas de débat. Après, voilà, je pense vraiment les critiques, c'est sur des matchs précis où, alors déjà, le parallèle Bielsa, je pense que tout le monde l'a fait, ou je sais pas, c'est parce que sud-américain, enfin, tu comprends, il faut toujours. Et puis après, Sampaoli a toujours parlé de Bielsa comme, pas comme un modèle, mais enfin, qu'il apprécie l'entraîneur. Pour moi, ça a clairement rien à voir, vraiment. Certes, il y a quelques similitudes, comme tu disais, sur un petit peu cette façon de faire du pressing constamment sur les matchs et tout, mais vraiment, c'est différent. Après, déjà rien que les effectifs qu'avaient les deux, si tu veux, on est sévère un petit peu avec Sampaoli parce que j'ai l'impression qu'il se complique la vie des fois sur des matchs, enfin, qu'on a perdus, mais pour moi, bêtement, pour moi, franchement, même sans dire que tu peux pas gagner tous les matchs, je sais très bien que sur une saison, tu as toujours le match piège, le match face à une équipe chiante qui va faire que défendre, où tu vas prendre un point, ça sera déjà ça. Moi, je trouve que le parcours à domicile, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu peux me dire ce que tu veux, la pression, pas la pression. J'ai jamais vu franchement, on est gentil en tant que supporter. Enfin, vous suivez le foot depuis longtemps, même si vous n'êtes pas supporter de l'OM. Enfin, de la pression. Enfin, il y a rien là. Au contraire, ça a commencé à peine à siffler. Il y a que quelques, même pas. J'ai même pas encore vu de sifflet en fait. Je vous dis ça, mais franchement, ça s'est passé hyper bien. Donc, me parler de pression à domicile et tout, ça, j'y crois pas une seconde, ou alors il faut que les mecs fassent un autre métier. Euh, mais vraiment, c'est tous ces matchs en fait qui ont été perdus bêtement. Tu penses auquel, Najet, par Mais exemple? Clermont, par exemple, Clairement. Ouais. tu perds à domicile. Enfin, mais vraiment, en plus, enfin, mais en plus, En plus, ça nous arrange pas tellement, nous. En plus, ouais. non, mais tu vois, il y a trois que tu perds, mais vraiment, enfin, c'est un match que tu dois. En fait, c'est tous ces matchs-là contre des équipes dites faciles, ou en plus, pour moi, je trouve qu'on s'est coupé contre Metz aussi. Enfin, tu gagnes pas, mais voilà, en fait, si tu veux, c'est tous ces points perdus un petit peu bêtement qui ont commencé un petit peu à nous fatiguer et ont fait qu'il y a eu des critiques parce que, et surtout, moi, là où ça a commencé vraiment, où vraiment là, ça m'a gonflé, c'est en Coupe de France. Parce que autant en championnat, ben, comme je te disais, tu vas pas gagner tous tes matchs, il y a des points que tu vas perdre, bon, bêtement, ça peut arriver. Mais par contre, en Coupe de France, ce que j'ai vu contre Nice, mais vraiment, enfin, c'est pas digéré, ça sera pas digéré à la fin de la saison. Parce que tous les ans, on nous pompe l'air avec elle est pour Paris, elle est pour Paris, elle est pour Paris. Là, à Paris, ils y étaient plus. Et après, tu peux perdre contre Nice, hein. Enfin, Nice, c'est pas non plus une équipe de Ligue 2, hein. Mais déjà, moi, quand j'ai vu la compo et tout le monde s'est dit la même chose, donc on en revient à Sampaoli, forcément, c'est ses choix, hein. Enfin, tu te dis, mais pourquoi en fait? Tu sortais d'un match contre Angers, il me semble, juste avant, où en gros, tu as une sorte de 11 qui ressort avec un système, tu te dis, ouais, ça a fonctionné. Derrière, tu vas jouer contre Nice, tu fais n'importe quoi. Enfin, tu mets Gay arrière gauche. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses en fait qui ont fait que les critiques sont arrivées, et je peux les comprendre parce que moi-même, je faisais partie de ces gens-là. Après, c'est très paradoxal parce que collectivement, il y a des critiques, comme tu disais, qui étaient fondées, hein, sur des choix assez improbables. Mais par contre, je trouve que dans le terme d'individualité, on arrive facilement à ressortir des joueurs intéressants cette saison et je trouve, qui percent un peu l'écran, quoi. Moi, Ah oui, non, mais tu en as je pense à plusieurs, hein. Saliba, par exemple, qui a pris une dimension incroyable. Je pense à Gerson, qui était beaucoup critiqué quand il est arrivé, notamment sur son transfert, etc. Moi, je trouve que depuis qu'il joue, il fait des choses quand même assez. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon joueur, quoi. C'est un très bon joueur. Gendouzi, pareil, en équipe de France, qui a pris une ampleur importante. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. C'est-à-dire que collectivement, effectivement, comme tu disais, tu perds un peu des matchs que tu dois pas perdre à domicile, mais parallèlement à ça, les joueurs font plutôt une bonne saison individuelle. J'ai Non, du moi, mal à imaginer.
En Ben, principe, je me permets de vous couper 5 minutes. Pour le moment, on a toujours des problèmes de connexion avec Massilia Socios Club. Donc, Ok, on va continuer un petit peu le space. tout à Et fait. puis voilà. Merci. Euh, N'hésite pas à c'est- intervenir, hein, toi, si tu ouais, parles. justement, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais. C'est vrai que moi, bon, je ne regarde pas beaucoup les matchs de l'OM, mais c'est vrai que j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, euh, que Sampaoli cristallise un petit peu. Alors c'est souvent le cas avec l'OM, hein, faut le dire aussi, avec les entraîneurs, mais j'ai l'impression qu'on le prend un petit peu comme un hélibope. Enfin, je saurais pas trop décrire, comme s'il était pas, il avait pas C'est la cette coupe de hype cheveux, un ça. petit peu des Sud-Américains, voilà, comme un Bielsa ou je sais pas. C'est l'impression que ça me donne moi. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le vois toi, Najed? Non, 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 c'est dur, là. Harry Bopp, faut pas exagérer, non, pas du tout. Non, non, pas du tout, Non, au mais c'est le Hull, contraire. il connaît rien, c'est le Hull. Non, Il mais connaît je sais rien, il pas. connaît Moi, rien au j'écoute. foot. J'ai tout de suite senti, bah, enfin après, voilà, c'est une impression, que dès qu'il a signé, au lieu de se dire, voilà, c'est un étranger, voilà, machin, il y a eu une petite mini hype, mais qui a pas duré longtemps. Et après, derrière, j'ai l'impression qu'il a eu pas mal de critiques, quoi. Donc, Non, non, c'est mais l'impression que ça me. je t'assure que c'est pour la bonne impression, hein. Tout le monde était content qu'il arrive. Après, forcément, on attendait de voir. Et comme je t'ai dit, on aurait limite compris, en fait, que sur les premiers mois, ça met du temps à prendre et tout le monde était euh, patient. Tout le monde aurait Mm, été patient, parce que de toute façon, ça fait des années qu'on est patient, hein. Mais on n'était mm. pas là à attendre des résultats au bout de 1 mois, hein. Même vraiment, on aurait été limite, comme je disais, plus indulgent sur le début de saison, parce qu'on comprend qu'il y a un gros renouvellement de l'effectif. Sauf que là, ça a pris de suite. Donc, je te prie de croire que Sampaoli, c'était un dieu, hein. Tout le monde se régalait. Enfin, il n'y a qu'à voir au stade. Tu sais, les gens à Marseille, les gens, quand ils sont pas contents, soit ils viennent et ça siffle, soit ça vient pas et tu le vois très vite. Le stade Mm. est tout le temps plein. L'ambiance est Najed, au rendez-vous. Najed, est-ce que tu ne crois pas qu'il faut placer ça aussi dans un contexte un peu d'évolution sociologique du foot, de l'ultra-consommation rapide? Hmm. Enfin, les gens sont maintenant tout impatients, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche vite. Si ça marche pendant 3 mois, on applaudit, mais si pendant 2 mois derrière ça marche plus, on arrête d'applaudir. Ouais. Il y a aussi ça. C'est devenu, Non, 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 non. c'est quand même Franchement, devenu un peu la culture du foot aujourd'hui, non, 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 mais pas. pas uniquement à Marseille, hein, je veux dire un peu de partout. Non, mais franchement, là, vous savez que je suis objectif et sur ça, encore une fois, sur l'OM, vous vous trompez parce que euh, même quand ça allait pas, je vous garantis que, même, enfin, vous pouvez le voir sur Twitter ou même ailleurs, hein, parce que Twitter, Mm. c'est pas forcément une référence, mais il y a, enfin, enfin, même au stade, tout le monde continuait à venir et à supporter le club. Enfin, il y a même maintenant, enfin, il y a pas de débat. Après, encore heureux qu'on va pas juste dire, oui, ben bravo, on a pris les 3 points, ben non, on a perdu, tant pis. C'est normal qu'on débatte et qu'on dise ce qui va pas. Mm. Les reproches clairement qui étaient faits et qui sont faits, c'est que justement, il y a des choses qui fonctionnent, mais que derrière, tu changes tout et ça te fait perdre des points. C'est tout, en fait. C'est juste ça. Hmm. D'accord. C'est vraiment le côté changement de joueur qui accentue ce problème, quoi. Il n'y a pas C'est de ça. tactique claire. Il nous fait un peu une Claude Puel, quoi, hein, un dos. Oui, Oh, non mais oh, j'allais en plus, non. c'est marrant que tu dises ça parce que j'allais en parler. C'est vrai que nous, pendant la période Claude Puel, on n'a pas forcément bien vécu non plus ça, hein, le fait Ah que oui, c'était clairement. un des reproches qu'on lui faisait souvent, c'était de changer tout le temps tout, sauf que nous, ça marchait jamais aussi, hein, c'est Hum, un peu hum, hum. différent. Avec Marseille, c'est que nous, il n'y a quasiment pas eu de match où ça a marché. Mais je comprends que ça puisse déstabiliser. Moi, après, je suis pas contre. Si tu as l'effectif pour pouvoir. Déjà, tu joues beaucoup de matchs sur une saison quand il y a plusieurs compétitions. Donc, moi, je suis pas du tout pour le fait qu'il y ait du changement. Au contraire, hein, on se plaint Ouais, souvent bien de sûr. de pas avoir de banc. Moi, c'est plus quand tu inventes des. Je veux bien que pour dépanner, tu demandes à un 6 de reculer en Hum. défense centrale. Tout ça, je peux l'entendre. Mais quand c'est constamment et Mec passe plus de inventer temps. des postes à des joueurs, c'était plus ça la problématique, en fait, Mm. hein. Mais qu'est-ce qui faisait que du coup, il était en permanence en recherche, enfin selon toi bien sûr, en recherche de ce changement. Il était jamais satisfait parce que bon, moi, comme je te dis, je suis soit ça de loin, mais je suppose quand même que vous avez à un moment donné fait certains résultats, on va dire un peu logiques.
voilà, donc des bons résultats. Qu'est-ce que selon toi, dans sa psychologie, faisait qu'il changeait à chaque fois de tactique? Qu'est-ce qui faisait qu'il n'était pas content, quoi, au final, et qu'il changeait? Non, mais c'est même pas qu'il est pas content, c'est qu'en fait, je vais pas te dire qu'il a toujours envie d'être dans l'excellence, mais en fait, il le Mm. dit lui-même, c'est que en fait, par rapport à l'adversaire, il faut qu'il s'adapte. Voilà. Alors, Ouais. Ah oui, d'accord. ah oui, mais il te le dit. Attends, contre le match contre Metz, il t'expliquait qu'il fallait s'adapter par rapport à la tactique de Metz. Enfin, ça va, au bout d'un moment, je veux bien que tu t'adaptes sur des. Tu sais, que tu puisses analyser des équipes en Coupe d'Europe parce que ben, tu joues un match aller-retour et qu'il faut t'adapter à l'adversaire pour avoir une chance de gagner. Mais au bout d'un moment, tu Ouais, peux aussi contre imposer ton Saint-Etienne, par jeu exemple. Par exemple, et il va t'adapter à chaque s'adapter. fois. Il C'est va clairement s'adapter au ça. bon Hein, milieu de donc, terrain qu'on a actuellement. Ouais. Bon, bon, vous êtes un peu mieux en ce moment, non? ouais, Ouais, il faut le dire vite, hein, quand même. faut le Oh dire là très là, vite. c'est compliqué, Mais hein. non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur Sampaoli. C'est qu'en fait, je pense qu'il fait partie de ces entraîneurs qui sont toujours un peu en quête de recherche de nouveautés. C'est un peu, il prend un peu son équipe comme un laboratoire. Il y a des. Tu parlais de Claude Puel tout à l'heure, Laurent, mais c'est ça. Hein, c'est qu'il est toujours en train d'essayer de chercher, de mettre un mec à droite. Et tout ça, ça nécessite. Moi, je le dis souvent quand je parle de foot, ça nécessite une intelligence de la part des joueurs que tu n'as pas forcément. Quoi. Enfin, un gars qui est milieu de terrain, que tu fais dépanner arrière droit, bah, il va dépanner, ouais, mais. Et je pense qu'il faut pas surestimer la capacité de ton équipe à pouvoir vraiment comme ça bouger en permanence, de passer à une défense à 3, une défense à 4, une défense à 5. Et tu parlais tout à l'heure de Claude Puel, Laurent, mais c'est exactement ça. Hein. Je pense qu'il a surestimé la capacité de ses joueurs à, à jouer à 3 derrière, puis après à Ouais, 4. moi, je suis entièrement d'accord avec ça. T'es pas. Moi, à mon avis, c'est le gros problème de beaucoup d'entraîneurs. Et c'est vrai que Sampaoli, s'il fait ça avec l'OM alors qu'il n'a pas forcément la qualité, ça peut couiner. Quoi. Alors, à Bordeaux, on l'a un petit peu parlé tout à T'es l'heure un peu loin de ton micro, Jean-Mi. Ah, pardon, tu m'entends plus Attendez, Mm. hop. Abordons ce match samedi là. Bon, il y a un gros match bouillant Saint-Étienne-OM. Comment vous le voyez là, côté marseillais tout à l'heure, tu disais, Nachette, en rigolant, que ça allait être facile. Je suis pas loin de penser pareil, mais Hmm. Non, non, je rigolais. Hein. Tu sais, j'ai mmh. appris qu'avec l'OM, il n'y avait rien de facile. Hein. Donc vraiment, clairement, alors on est mieux Ah, à mais ça, l'extérieur. c'est le truc de tous les supporters, ça, mais vous êtes quand même vous Non, êtes non, quand même non. de deuxième, enfin, voilà, je veux dire, on n'est pas au fond du trou parce que ça va quand même mieux, mais enfin, Bon, franchement, Najette a compris qu'on ne te croit pas quand tu dis ça. Hein. On ouais. pense que tu penses que ça va être facile. Hein. Non, non, franchement, je pense pas qu'on va se balader. Je, honnêtement, si on joue notre jeu comme on sait le faire avec les joueurs qu'on a, normalement, pour moi, c'est 3 points. Je vais pas te dire. Après, on la connaît l'histoire, hein, Saint-Étienne. Et donc déjà, on est déjà quasi assuré que Casery va nous sortir un but de nulle part, comme Mais il est d'habitude. pas là, alors comme ça. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est bon, on va gagner du coup. Peut-être, je sais pas, Laurent, tu as des informations sur la présence de Casery ou pas samedi Je pense qu'il ne sera pas là. Ah, Et je pense qu'il ne sera pas là. En fait, Casery, il pourrait. Alors, les informations qu'on a sont un peu contradictoires. J'ai entendu parler d'ischio, mais je sais qu'il a surtout un problème à la cheville. Alors, s'il n'y a pas de problème d'ischio en plus, il pourrait jouer les infiltrations, etc. Mais on a vu ce que ça donnait contre 3. Il est pas en état, Casery. Donc, je ne sais pas s'ils prendront le risque de faire quelque chose là-dessus. À mon avis, ça ne serait pas une bonne idée. Au risque de le perdre pour la fin de saison. Voilà. Moi, je pense qu'on le verra pas. Voilà. Mais j'ai pas d'informations confirmées. ok. Bon, déjà, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, Voilà, côté ouais, puis de stéphanois. toute Bah, façon, on est en fait, tellement inoffensif. il y a une double mauvaise nouvelle. Enfin, moi, j'ai écrit dans ma dernière chronique que je trouvais les gens bien enthousiastes là, ces derniers temps, ce qui m'a valu une volée de bois vert en disant que je Ah cherchais bon les polémiques là où il n'y en avait pas. Bon, à part toi, Stache, mais Putain. on va probablement jouer ce match sans le meilleur élément défensif qu'on avait ces derniers temps, qui est Fabio Sacco, et sans celui qui peut nous changer les choses sur le plan offensif. Donc moi, je suis pas très très rassuré hein, quand même sur ce qui va se passer samedi. Après, comme l'a dit Nadjet, bon, le stade sera plein, ce qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps.
Il y aura de la neige, ce à quoi les Marseillais sont pas habitués. Voilà, on cherche les motifs d'espoir, mais il faudra vraiment que tous les ingrédients soient là et pour qu'on arrive à éviter de laisser 3 points à Marseille. Voilà. Moi, ce que je vous propose, les gars, ce que je vous propose, tout le monde, c'est du coup de voir s'il y a un auditeur qui voudrait prendre la parole pour éventuellement. Donc, faites-moi une petite demande. Ceux qui veulent poser une question à Najette ou à voilà ici, ben n'hésitez pas. Pour principalement sur un petit peu le côté Sampaoli et puis également sur le match de la SS. Moi, ce que je vois et de l'OM, moi, ce que je vois, c'est que franchement, je vois pas pourquoi l'OM s'imposerait pas chez nous. Hein. Clairement, j'ai beau essayer de me tourner viré dans tous les sens. On n'a pas notre meilleur joueur offensif. Offensivement, c'est pas le néant, mais pas loin. On a un Bouanga qui a un niveau de concentration très compliqué, qui en plus va rencontrer son club de cœur. Donc comme ça, voilà. Donc si ça se trouve, on va peut-être essayer de. Non, je suis désolé, mais c'est la vérité. Voilà. Non, c'est la vérité. Je vais faire l'avocat du diable, mais regarde, par exemple, moi, j'y crois pas un instant que Saint-Étienne puisse ramener un point ou 3. Oui, mais déjà Bouanga, on t'enlève Bouanga qui est compliqué au niveau concentration, qui en plus rencontre l'Olympique de Marseille. Alors, il peut essayer de se concentrer sur 90 minutes. Mais c'est des matchs aussi où ils ont besoin de briller. Tu sais, moi, j'ai rarement vu Saint-Étienne ridicule contre les gros. Mais j'ai pas dit qu'on allait être ridicule, j'ai dit qu'on allait avoir 0 points. C'est différent. Ouais, on va peut-être perdre, hein, on va certainement perdre. Je crois pas à 1 point ou 3 points, mais on sera pas ridicule. Et l'OM jouera sans Milic. Donc c'est aussi un point. Je crois qu'il s'est blessé contre l'Écosse la semaine dernière. Donc comment ils vont jouer devant Qui c'est qui va être titulaire d'ailleurs devant? Je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Najette, je sais pas si tu as une idée sur la compo. Bon, tu sais, tu peux avoir. On a tellement tout vu, tu peux avoir Payet en faux neuf. Ouais. Moi, je pense que ça sera ça. Tu peux avoir Bakambu aussi. On a un intervenant qui veut vous poser une question. Du coup, je vous le fais passer. C'est Mendes. À mon avis, c'est Georges de Mendes, je suppose. Donc, du coup, voilà. Alors, attention, je vais essayer d'activer son micro. Ouais, je pense qu'il est bon là. Non, c'est lui qui doit activer son micro. Oui, non, c'est moi qui voilà. C'est moi. Bon. Non, t'as raison, Najette, c'était moi. Je suis pas Georges, je suis son cousin, mais je me méfie beaucoup de Bouanga. Milik n'est pas là. Ça sent le Payet en faux neuf. Mais je pense pas que ce sera une partie facile. Bouanga a déjà fait du mal précédemment. Il n'y a pas très longtemps que ça. Ouais, même à nous, hein. Oui, même à vous. Surtout à nous. Désolé. Non, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, il avait mis et je crois qu'il avait mis le but lors de la 3e journée, je crois. C'est ça. Ouais, il a mis un but à Paris aussi. Ouais, non. Il a mis un beau but au Vélodrome avec une passe de Nordin, je crois. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Je me souviens pas du passeur, mais je sais qu'il en avait mis un, j'y étais. Mais voilà, c'est ça. Passe de Nordin, but de Bouanga, c'est pas le truc improbable déjà, tu vois. Il n'avait pas fait un double contact, le Nordin, je crois. Possible, ouais, un truc que tu vois une fois en 10 ans. Rien que de voir ça, Aurel, ça fait juste chier, mais... Écoute, je vais t'avouer, c'était un bonheur incommensurable. Je te le dis. Mais en tout cas, je sais que connaissant l'ambiance de Geoffroy Grichard, ce sera pas une partie facile, c'est pas donné. L'ambiance, elle est pas mal. L'équipe, elle remonte. Ils y croient, tout le monde y croit. Les joueurs aussi, je pense. Mais à un moment donné, j'espère juste que Bouanga, il va juste sortir ou pas jouer du tout. Ah ouais, t'étais inquiet par Bouanga, quoi. Moi, écoute, pourrait. C'est marrant les visions. Ouais, mais c'est le mec qui est capable de c'est le mec qui est capable de foutre le truc en l'air sur une action que tu attends jamais. Bouanga, ça a toujours été ça. C'est le mec, il ressemble à rien, il fait rien, mais contre Paris, il met un but, contre Marseille, il met un but.
Ce qui met surtout en l'air depuis quelques temps, c'est le ballon dans les tribunes, la plupart du temps. Ouais, mais ça, surtout c'est qu'ils ont des surtout à potes, 4 mètres d'écart. mais ils sont partageurs. Non mais franchement, en plus, moi, je vais vous le vendre un peu quand même, Denis Bouanga. Il aime votre club. Je veux dire, il adore votre club. Est-ce que vous voulez pas, par, par inamitié envers nous l'acheter 15 millions d'euros? Ça nous irait très bien. Non? Non. Ça vous dit pas de l'acheter, franchement? Non, parce que c'est vraiment un super bon joueur, hein, vous savez, hein, les gars? Non, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Non, je pense que c'est un bon joueur de Ligue 1. Après, oui, c'est un bon joueur de Ligue 1 et le ouais, problème, non, les c'est sa gars, régularité. c'est pas un bon joueur de Ligue 1, ce gars. Si. Non, mais t'exagères, là, Jérém. Tu le fais passer Ouais. pour. En tout cas, merci José. Merci beaucoup. Merci, ouais, merci, De rien. Merci, les gars. À plus. C'est intéressant. Merci, José. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jérémy. Tu disais, ça nous a fait un bonheur incommensurable de gagner à Marseille. Parce que tu m'as dit quelque chose tout à l'heure qui est intéressant, je trouve. C'est que tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que la vraie rivalité sportive, c'est entre l'AS Saint-Etienne et puis la vraie Marseille, rivalité et Marseille. C'est pas Lyon, la vraie rivalité sportive. Et j'ai trouvé de ça notre club. intéressant d'avoir ce. C'est ça. Pour moi, c'est l'OM. Il n'y a pas à chier, quoi. C'est vrai qu'il y a plus de rivalité sportive avec l'OM historiquement qu'avec l'OL. Moi, c'est vrai que pour rebondir sur le match contre Saint-Etienne, je trouve que ça a toujours été un peu un match sympa à voir. C'est toujours une affiche du championnat pour moi, même si forcément le niveau et la place au classement de Saint-Etienne, forcément, ça rend le match l'affiche moins belle, on va dire. Mais c'est vrai que dernièrement, on m'a demandé par rapport au club historique de la Ligue 1, qui j'aimerais en gros voir descendre, ou est-ce que s'il fallait se réjouir de voir des rivaux, on va dire historiques, galérer et descendre en Ligue 2, et il y avait c'était entre Saint-Etienne et Bordeaux. Et en fait, je me faisais la réflexion, je dis mais moi perso Saint-Etienne, à la limite pour moi c'est un club sympa. Vous voyez, c'est pas pour moi il y a peut-être pas cette rivalité qu'il y a avec d'autres clubs. Pour moi, je disais non, j'ai pas envie de voir Saint-Etienne en Ligue 2. Pour moi, déjà, on n'arrête pas de dire que le championnat, il est moyen. J'ai pas envie de retrouver des vieilles équipes de Ligue 2. Je préfère voir même si sportivement c'est compliqué pour vous, pour Bordeaux depuis des années. Tu vois, c'est des clubs qui font partie du paysage de la Ligue 1. Voilà, on aime les voir perdre, se faire prendre une rouste par un vieux club, et surtout pour Bordeaux pour ma part, et les voir galérer comme ils galèrent en ce moment. Après, Saint-Etienne, honnêtement, pour moi, si tu veux, même sportivement, je veux dire, c'est pas un club qui, on va dire, c'est pas un concurrent normalement. Enfin, vous n'êtes pas fait pour jouer les 3 ou 5 premières places. Donc, même si l'affiche, elle est belle, voilà, aujourd'hui, moi, vous voir dans les derniers du classement, ça me fait plus de la peine pour vous qu'autre chose. Ouais. Ça, c'est horrible ce que tu viens de nous faire. Ah, mon Dieu, si tu savais comme ça me fait du mal. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je vous hais complètement. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes le vrai rival, c'est vous. Dans ma vision de la Saint-Etienne, mais ça, c'est un débat. Il est bloqué dans les années 80. Donc non, c'est pas ça. Mais Najet a tout à fait raison. Pourquoi on est devenu un club totalement sympathique? Parce qu'on est totalement inoffensif. Et c'est là où c'est pour ça que je dis en soi que ça me fait du mal, parce que je n'ai pas envie qu'on soit inoffensif. J'ai envie justement de rivaliser avec l'Olympique de Marseille. Même si tu, non, mais après sportivement, même si demain vous deviez, je sais pas par quel miracle, rivaliser et pouvoir jouer les premières places. Non, clairement, vraiment, je disais que si tu veux, il y a des clubs pour moi parce que. Ouais, mais justement, je peux pas me dire, j'ai envie qu'ils descendent parce que honnêtement, pardon, moi je me réjouis de voir un club comme Lens en Ligue 1. Et pourtant, regarde, eux, sportivement. Oui, mais là, je pense que tu es un peu biaisé par le fait qu'on on n'est pas rival depuis maintenant, ça va faire des décennies. Et je t'inquiète pas qu'on serait rivaux vraiment. Et là, je pense que tu souhaiterais vraiment qu'on descende, quoi. Il y aurait une. J'ai jamais connu Saint-Etienne de mon vivant. Voilà, c'est ça le problème. Comme un rival peut-être sportif, mais après, honnêtement, je me vois pas, par exemple, détester Saint-Etienne comme je peux détester Lyon. Enfin, c'est impossible. Sauf si d'un coup vous devenez tous cons et je sais pas, tu vois.
Avec le Giroud, Hulls, c'est pas impossible, hein, attention. Hein, le Hulls, c'est limite. Hein. On est vraiment à la Mais, frontière. mais, On est à la frontière du truc sans jamais en sortir. et toi, tu le vois comment, toi, justement, Jean-Mi, toi, comment tu le vois? De Tu le quoi, vois, ce match? parce que toi, tu me dis, t'étais plus porté sur Lyon, du coup. Ah non, mais moi, non, Saint-Étienne-Marseille, c'est une grosse affiche. Non, Mhm. non, bah non, je suis assez d'accord avec toi, parce que Lyon, en fait, pour moi, Lyon et Saint-Étienne, ils ont une rivalité, effectivement, sociologique, un peu à la Lens-Lille, tu vois, ça dépasse le foot. Mais sportivement, sur les 30 ou 40 dernières années, il y a eu très peu de matchs où Saint-Étienne et Lyon s'affrontaient, quoi. Parce qu'ils n'étaient pas dans la même division, parce que euh, donc, tu vois, il y a une génération de supporters des Verts qui ont grandi. Enfin, moi, quand j'étais abonné, si tu veux, moi, j'ai abonné 8 ou 10 ans en Ligue 2. Donc, si tu veux, bon, Lyon, c'était pas mon sujet, quoi. Je me battais Mhm. pour être bon face à Wascal ou Laval, tu vois. C'était pas vraiment mon sujet. Après, effectivement, on est remonté en Ligue 1 et la rivalité s'est recréée, mais c'est pas je suis assez d'accord avec toi, c'est pas une rivalité vraiment sportive, c'est quelque chose qui dépasse le foot, quoi. Et tu peux parler des anciens ou des grands-parents, tu leur parles de Lyon, bah, ils vont te dire qu'ils les détestent, mais Moi, c'est pas ça me forcément fait lié au foot, penser, quoi. ça me fait penser à comment ça s'appelle, mince, celui qui intervenait souvent et qui est décédé dernièrement, pardon. Le grand fan de l'OM, comment il Qui René ça? s'appelait? Malville. Ah, Comment? René Oui, Malville? Ron, oui, lui, il disait clairement que le vrai rival, c'était Saint-Étienne. Et Ouais, voilà, je veux dire, ouais, je peux ça, comprendre, ouais. moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Et parce que bon, il y a beaucoup de supporters des Verts qui sont un petit peu partout dans toute la France. Des supporters de Lyon chez moi, par exemple, à 3 heures de route, il n'y en a pas. Hein. C'est clairement un gros vide. Par contre, des tartinés de l'OM, il y en a. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup, Il ouais. y en a beaucoup, hein. Donc forcément, pour moi, la vraie rivalité se déplacera toujours sur l'OM. Je savais que si on gagnait l'OM, ah bah j'étais tranquille pendant 6 mois, quoi. Et toi, Geoff, du coup? Comment Bon, toi tu le moi, vis, Joss, ce match-là? Je te sens pas hyper rassuré. le match de demain, de Hmm. samedi. Ouais, le match de samedi, mais même le contexte stéphanois. On parlait tout à l'heure de. Alors, moi, alors globalement, j'appelle tous les Stéphanois à la prudence. Moi, je trouve qu'il y a une enflammade de dingue depuis quelques temps là, Hmm, qui je est suis pas d'accord. porteuse des meilleurs augures, à mon sens. Après, le match de samedi, je pense que ça sera. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tous. Je pense que ça sera pas. Je pense qu'on fera un bon match, voilà, parce qu'il y aura le public, parce qu'il y aura de l'engagement, parce qu'il y aura de l'énergie. Malgré tout, je ne nous le vois pas le gagner parce que je pense que l'écart est trop grand. Hmm, Et d'autant plus qu'il nous manque des pièces qui pour nous sont majeures et vu notre effectif comparé à celui de l'OM, on n'a pas les pièces de rechange, tout simplement. Mais par contre, je ne crois pas qu'on va se faire marcher dessus. Voilà. Euh, voilà pour le match de samedi. Après, sur la situation globale de Saint-Etienne, je dis juste attention. Voilà, hmm. attention. Il y a beaucoup d'enflammades. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord dans la commu verte là-dessus, mais moi, je vois du beaucoup moins bien depuis 3 matchs et non pas Hmm, juste le match contre 3. hmm. Je suis d'accord. Voilà, donc je dis juste attention. On a une chance, c'est que ça s'est creusé derrière, mais c'est Bordeaux, voilà, mais ils sont pas non plus complètement décrochés. Donc attention, attention, Hmm. voilà. Euh, tu, tu- Une grosse contre-perf samedi, c'est-à-dire un match où on se ferait vraiment ouvrir, genre 3-0, 4-1, un truc comme ça, hmm. pourrait très vite ramener tout le monde sur terre. Hmm. Tu dis souvent dans tes analyses que le club, il capitalise, enfin pas il capitalise, mais il prévoit de gagner de certains matchs ou d'avoir des points sur des matchs. Il Donc budgétise. sur ce match, voilà, je pense que sur ce match-là, il y a pas de points assurés, hein. Non, On est mais tu d'accord, sais, zéro. c'est comme quand tu fais un budget dans une entreprise. Effectivement, ça se passait plutôt bien parce qu'il y avait des matchs sur lesquels on n'avait pas prévu de budget. Bon, on n'a pas pris de points ou on a pris un point comme à Lille. Mais entre-temps, les matchs où on avait budgété 3 points, on prenait les 3 points. Là, il y a déjà eu un premier accro, c'est 3. Parce que 3, c'était 3 points normalement. Donc, Et normalement, si tu prends les 3 points contre 3,
Et là-dessus, on en a souvent parlé, Stache, avec nos tout à amis fait. du groupe. On n'est pas d'accord là-dessus. Si tu avais pris les 3 points contre 3, tu pouvais te permettre de dire c'est presque un match de gala samedi. Exactement. Voilà, parce que t'es pas préparé à le gagner. Si tu prends un point, c'est super. Si tu prends 3 points, c'est un miracle. Mais si tu prends 0 points, c'est pas dans le tableau de marche. Mm. Sauf que t'en as lâché 2 contre 3. Donc du coup, la pression, elle n'est pas la même. Et toi, Najed, du coup, la pression sur l'OM, c'est pareil, c'est 3 points. C'est 3 points obligatoires. Oui, enfin 3 points. Tu sais, après nous, désolé, on joue pas dans la même cour, mais c'est vrai que tous les matchs, hormis peut-être Paris, on se dit il C'est faut 3 prendre points. 3 points. Mm. Surtout la Saint-Etienne, enfin, c'est Mais, 18e. ouais. Bah justement, je Là-bas, voulais c'est rebondir 3 points. là-dessus. Hein. Je voulais particulièrement revenir là-dessus sur la fin de saison difficile que l'OM allait avoir. Parce que j'ai regardé les calendriers. Il y a un déplacement à Saint-Étienne. Bon, celui-là, ok. Après, il y a déplacement à Paris, Reims, Lorient, Rennes. Et après, vous recevez Montpellier, Nantes, Lyon et Strasbourg. Parallèlement à ça, il y a Nice qui joue 6 matchs à domicile contre Rennes, Ah ouais. Lorient, Troyes, Nantes, Saint-Étienne et Nice. Et Lille, pardon. Et qui se déplace à Lens, Monaco, Bordeaux et Reims. Donc Nice joue quand même beaucoup d'équipes un peu de bas de tableau. Ils ont 2 matchs compliqués. Ça va être Monaco et Rennes, je pense. Mm. Mais sinon, voilà, je pense que Saint-Étienne, dans le tableau de marche de l'OM, c'est 3 points, quoi, à mon avis. Oui. Mm. Ah, mais clairement. Hein. Mais après, moi aujourd'hui, les équipes que je regarde, enfin, principaux concurrents, c'est Nice et Rennes. Voilà. Moi, je dis attention Rennes parce que vraiment ce qu'ils font depuis quelque temps, euh, c'est impressionnant. Mm. Donc, je pense que après, effectivement, le calendrier est compliqué. Après, est-ce que, enfin, certes, Nice sont des équipes un peu plus abordables, mais Nice, justement, c'est contre ces équipes-là cette année qui sont moins bons. Donc, j'ai envie de croire que ils vont pas faire carton plein non plus. C'est Ouais. pour ça, de toute façon, là, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'on était un petit peu dur, mais c'est qu'on a grillé beaucoup de jokers. Ouais, c'est Pour ça. moi, là, tu dois avoir mes 5 points d'avance faciles. Mais vraiment, en plus, sans forcer. Donc, Moi, je oui. pense que pour la 2e place, Rennes est un concurrent plus dangereux que Nice. Ah, mais moi aussi. Mm. Surtout que pour le coup, Bah, surtout que ils vont. Genesio fait quand même du super boulot aussi dans sa gestion, je trouve, de son effectif et des égos. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que Genesio, il a été souvent sous-coté en France. Et du coup, ça me ramène un peu à Sampaoli et sa gestion, au fait, des égos. Et quand on fait un peu le distinguo entre les deux, c'est vrai que c'est assez flagrant. Oui, attention, Genesio a un groupe au niveau des égos beaucoup plus homogène Mm. à Rennes que celui de Marseille. Il y a de plus fortes personnalités à Marseille. Ouais. Il y a moins de statuts, tu veux dire? Ouais, voilà. Le groupe de Rennes est très bien construit d'ailleurs. Maurice, il a bien bossé parce que il y a justement des mecs qui sont assez homogènes. Alors, ça peut être très bien, mais dans la difficulté, quand t'as pas de mecs costauds, c'est plus difficile. Les groupes Mm. ont plus de mal à réagir. Tu veux dire qu'au Mais au bout de 2-3 matchs un peu durs, ça peut lâcher, quoi. oui, parce que t'as pas de très fortes personnalités qui vont l'ouvrir, qui vont remobiliser tout le monde, etc. Alors qu'à Marseille, il y en a plein. Et du coup, la gestion des égos pour Sampaoli est un exercice plus délicat aussi qu'il ne l'est pour Genesio Rennes. Bah après, derrière. Maintenant, Genesio fait du très bon travail, c'est évident. Et toi, Najed, comment tu vois justement cette gestion des égos de Sampaoli? Parce que là, du coup, il y a Alvaro González qui, du coup, n'est plus du tout dans le jeu, alors quand même, c'était un leader d'équipe. Il y a Mandanda qui est plus là. Enfin, ça me paraît un peu, enfin, vu de l'extérieur, c'est vrai que ça paraît un peu étrange, quand même. Étrange, honnêtement, je sais pas. Après, je pense vraiment pour le coup que Sampaoli, ce qu'il regarde, c'est les performances sportives. Hein, je pense vraiment pour le coup que, tu vois, autant par exemple, pour revenir sur un cas, tout à l'heure, vous parliez de Bielsa à un moment, vous vous souvenez sûrement du cas d'Oria, il ne faisait pas Oui. jouer, on ne savait pas ce que ça valait, on ne savait pas pourquoi, mais il n'en voulait pas. Donc voilà. Là, Sampaoli, si on prend juste le cas d'Alvaro, moi, Alvaro, je l'aime bien, hein, j'ai pas de souci. On sent qu'il aime le club, etc. Mais par rapport aux autres défenseurs aujourd'hui que tu as, Oui, non. pour moi, c'est numéro 5, quoi. Ouais, c'est Mm. clairement en dessous, Alvaro. C'est clairement en dessous. C'est pas méchant de dire ça. Donc, au bout d'un moment, c'est un constat.
Après, il y a la manière de faire, le club, etc. Ça, bon, je trouve ça moyen. Voilà, bon, peu importe le joueur, voilà, au bout d'un moment, de lui faire comprendre, d'essayer de le mettre dehors. C'était déjà un peu le cas au mercato hivernal. Euh, et puis même, en gros, oui, c'est bon, tu peux aller prendre des vacances. Enfin, il est payé en ce moment. Donc, je sais pas, demain, tu perds 2 défenseurs parce qu'il y a des blessures. Tu fais quoi, du coup? Enfin, le mec, il faut quand même qu'il soit là, qu'il s'entraîne. Je comprends pas trop cette façon de gérer. Mhm. Après, non, je pense vraiment pas que Sampaoli, par exemple, ce soit. Tu sais, des fois, tu peux avoir un problème avec un joueur, c'est juste une question de niveau, hein. Et après, sur Mandanda, alors, après, je sais pas exactement, moi, comment ça s'est passé. Effectivement, je pense qu'à un moment, il y a des personnes au club que tu dois peut-être respecter et discuter avec elles. Je sais pas si ça a été le cas. Mais après, je pense que pour lui, dans sa façon de voir le foot et comment allait évoluer son équipe, il considérait que Paul Lopez allait plus correspondre à sa façon de jouer et qu'il était meilleur. Donc, de toute façon, aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, Il... je crois que Sampaoli, c'est un mec qui a pas tellement d'affect, en fait. Mhm. Et les mecs qui considèrent comme étant les meilleurs, il les prend et les autres, ils peuvent avoir n'importe quelle histoire avec le club, il les prend pas, quoi. Voilà. C'est assez froid finalement, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on imaginait d'un personnage à son show, etc. Moi je le vois pas du tout dans l'affect en fait. Mais je pense qu'en fait, c'est lié aussi à la carrière de Sampaoli. Enfin, si tu regardes Mhm. la carrière de Sampaoli, il moisit pas dans les clubs. J'ai regardé, il a fait 4 clubs péruviens entre 2002 et 2017. Après, il est parti au Chili. Il a fait 2 clubs entre 2008 et 2010. Après, il a fait une sélection de 4 ans au Chili où là, il a eu plus de temps. Il a fait une saison à Séville, 2 clubs au Brésil entre 2018 et 2021. Je pense qu'il n'a pas le temps, si tu veux, de s'emmerder, entre guillemets, avec de l'affect. Donc, quand il arrive à Marseille et qu'il voit effectivement un Mandanda, certes, monument du club, mais bon, qui a les ailes un peu qui touchent la piste, bah, il n'a pas le temps finalement de lui dire, enfin, il pourrait lui dire, hein, ce serait classe de lui dire, écoute, t'es un peu bouilli, mais il n'a pas le temps. Il est peut-être là pour 18 mois et il tranche quoi. Et je pense que c'est violent, Mhm. mais bon, mais justement Euh, d'ailleurs, par rapport à ça, moi je me posais la question parce que là, du coup, ça va faire un an qu'il est là. Ou qu'est-ce qui se passe là côté, c'est quoi l'avenir en fait? À l'OM, il va continuer, il va s'arrêter. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Bah, après, je pense que le bilan, ils le feront en fin de saison, mais il n'y a pas de raison il y a pas de raison de changer. Hmm. Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que ça se passe bien avec l'effectif, avec les joueurs, même s'il y a des joueurs qui sont pas contents. Bon, après, c'est un peu le lot de tout, ça se passe dans tous les clubs, ça. Forcément, le joueur qui a moins de temps de jeu, il le vit un Ouais, peu ouais, c'est moins sûr. bien. Et encore que je trouve qu'il y a une Oui. super ambiance, moi, dans le groupe. On le Hmm. voit, hein, les joueurs qui sont sur le banc, voilà. J'ai l'impression que tout le monde est quand même content de ce qui se passe. Donc, après, si demain, tout s'écroule et je sais pas, on peut finir septième, forcément, je pense qu'il y aura des discussions. À aujourd'hui, en tout cas, forcément, je ne me vois pas. Et vous, Je- votre envie en tant que suiveur de l'OM, de passionné de l'OM, c'est de continuer encore avec Sampaoli l'année prochaine? Moi, je vous dirais ça à la fin de saison. Honnêtement, aujourd'hui, non, je suis ni pour ni contre. Je vais pas vous dire, ah non, non, il faut absolument continuer. Hmm. Euh, je veux, j'ai envie de croire que, comment dire, qu'il est pas, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit entêté dans ses idées. Euh, voilà, je pense qu'il a fait des erreurs, il va encore en faire. C'est pour ça que j'attends vraiment la fin de saison pour vraiment me faire un avis et voilà, vraiment faire un bilan. Euh, voilà, j'ai vu des choses très plaisantes, des choses, voilà, qui nous ont moins plu et Hmm. bah, qui ont été plus écoute, compliquées. Donc, à voir. Ouais. moi j'ai envie de te dire, sors-nous ta compo un peu là, parce que toi c'est ton truc un peu ça. Sors-nous ta compo idéale contre Saint-Étienne, vas-y. Contre Saint-Étienne? Ouais, ta compo. Alors attends, que je réfléchisse déjà sur les joueurs dispo, pas dispo. Déjà, on sait que
On sait qu'il n'y a pas Milik, donc ça déjà, c'est plus compliqué. Euh, Allez, bah, déjà forcément Paul Lopez dans le cage. Après, bah, forcément défense, Saliba, Kaletakar. Sur le côté, tu vas avoir Rongier. Après, je sais pas. Alors, c'est ce que je veux moi ou ce que va faire. Ah bah, ce que tu veux, toi, c'est ta compo. Ce que tu as envie de voir pour nous gagner 3-0. Ouais, donc du coup, sur les côtés, bon, on va continuer à Rongier, c'est ce qu'on a vu Mhm. depuis le début de saison. J'ai bien aimé Camara en défense centrale contre Nice, mais bon, on va quand même le laisser au milieu. Sur Donc le là, côté. tu vois trois derrière, c'est ça? Non, j'ai pas fini derrière. Luan Pérez aussi. D'accord. Hmm. Voilà. Et après, bah forcément, je vois du Rongier, Gay qui est en forme en ce moment. Hmm. Mhm. Guendouzi, bien évidemment. Payet, Gerson. Et après, ça va être devant que ça va être compliqué parce que est-ce que tu peux faire jouer Bakambu seul en neuf? Je Mhm. pense que Oui. oui. Bon, je pense que oui. Donc, ouais, Gerson et Under sur le côté. Et puis, moi, je jouerais le Bakambu. J'ai pas envie de voir Payet en faux neuf. Donc, Ouais. je pense Fais qu'avec gaffe, cette équipe, en face, t'as quand même une défense centrale de très très haut niveau. Enfin, je pense que t'es pas prêt. Ouais, ouais, ça fait mal. Moi, si vous voulez, si un auditeur veut intervenir et prendre la parole, Oui, pour même justement donner un ça, auditeur des Verts, n'hésitez pas. n'hésitez pas, Ouais, n'hésitez pas à pour faire donner une demande d'intervention. cette Donc voilà. intervention là. Je sais pas Bon, qui peut être malheureusement, on là. n'a pas pu se connecter avec Massilia Socios. Donc en attendant un petit peu du coup, voilà. Moi, j'aimerais quand même vous parler un peu de leur projet parce que c'est vrai qu'il est un peu. Et puis, je vous invite également à lire l'excellent reportage, bien entendu, l'excellente interview de Massilia Socios Club sur soccerpopulaire.com. Alors Ça, déjà, c'est ouais, important. ce serait intéressant de savoir si Najat elle a eu vent de ça et qu'est-ce qu'elle en Mhm. pense. oui, j'ai eu vent de ça. Après, j'ai l'impression que ça a toujours été en stand-by. Enfin, que ça n'a jamais été un projet qui arrive à son terme, en fait, hein. Bon, Hmm. après, Mhm. les socios, forcément, c'est toujours plaisant. Je trouve, voilà, que les supporters, voilà, ça font partie intégrante d'un club de foot et encore plus à l'OM. Donc, Hmm. moi, je suis socios, par exemple, d'un club de foot. Euh, je l'ai plus vu comme à un moment, un club était en difficulté et bah, tu Et apportes une aide. toi, t'es socios du Sporting. C'est ça. Donc, T'es socios ou t'es membre de la SIC? non, non, socios. Les socios. Donc tu fais partie du Sporting et toi le club. Bah, disons que non, oui, mais j'ai ma carte, quoi. Non, donc, si tu veux, et ils ont créé ça quand le club était au plus mal. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, moi, voilà, pour juste définir un peu le contexte, hein, c'est pas juste que Sporting au hasard, c'est que ben, moi, je suis né à Bastia, j'ai vécu en Corse toute Mhm. une grande partie de ma vie. Mes premiers matchs, c'était à Fouriane, donc forcément, moi, au Sporting, j'ai toujours eu une affection particulière pour ce club, que j'ai toujours suivi, que je continue de suivre, même s'ils sont pas en Ligue 1. Donc forcément, quand le club bah, était en difficulté, bah, forcément, ça m'a fait du mal de le voir dans cette situation. Hmm. Donc forcément, quand ils ont créé ce projet, c'était un peu aussi un appel à l'aide, hein, Mhm. peu importe si on était supporter ou pas, si on était juste bah, des sympathisants du club. Donc il y en a beaucoup Hmm. qui l'ont fait, des anciens joueurs, des anciens entraîneurs. Enfin, bref, tout le monde s'est un peu mobilisé et je trouve que ça a bien fonctionné. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Enfin, on a vraiment des retours constamment sur les investissements qui ont été faits, sur ce qui a été voté, pas voté. Enfin, on est vraiment au Et courant de tout. Mhm. Pardon. Oui. Non mais t'es membre de la SIC ou tu es socios du socios en tant que tel au sein du SEC. Est-ce que tu as fait une contribution de 50 € ou de 30 €
pour la faire courte. Ah, ok, bon, ben 50, du coup. Voilà, donc du coup, tu es membre de la SIC, du Certainement. collège supporter. D'accord. Voilà. Oui, parce que tu sais, t'as deux organismes. C'est le Sporting Étoile Club Bastier. C'est le premier contributeur du collège des supporters. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Au sein de la SIC du Sporting Club de Bastia. Donc toi, tu es membre de la SIC sans faire partie du SEC Bastia. C'est un peu Ok. compliqué, mais voilà, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est ta vision par rapport à ça. Imagine, tu as une société qui se monte sous le modèle de la SIC avec les mêmes collèges. Je pense que tu as en tête un petit peu comment ça fonctionne au niveau du sporting. Tu as une société en parallèle qui se monte à l'OM et qui du coup voilà s'occupe, on va peut dire un peu de la culture club, un petit peu de tout ça. Quel serait vraiment ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil ou est-ce que au final tu vois pas trop l'intérêt parce que la puissance financière de l'Olympique de Marseille fait que c'est un petit peu un gadget qui serait un petit peu voilà Non, moyen. je pense que c'est toujours bien que. Alors, de toute façon, après, le socios, pas socios, je pense que c'est pas. Le rôle, il est pas. Pour moi, il est pas sportif. Voilà. Hum, hum. Je pense qu'aujourd'hui, dans un club qui est bien structuré, avec des dirigeants qui connaissent le football, alors pour moi, t'as pas à intervenir sur le côté sportif. Tu peux avoir un avis, hein, tu es supporter, tu vas pas dire amen à tout. Après, je trouve l'idée, elle est bonne. Après, ce que j'ai un peu plus de mal à me dire que ça puisse se mettre en place en France, comme ça peut se passer, par exemple, au Barça, des clubs comme ça. J'attends de voir. Après, Hmm. l'idée, moi, je trouve qu'elle est bonne. C'est toujours bien que des supporters puissent s'appliquer dans la vie du club. D'accord. Je peux me permettre juste une petite chose. Je suis socios Porto. Au Ah, D'accord. Porto, C'est Porto, hein. au intéressant ça. Porto, enfin au Portugal, les présidents sont élus par les socios, comme en Espagne. Hum, Tous les 4 ans, on vote. La dernière fois, il y a eu André Villas-Boas qui s'est présenté, mais qui a rejeté, enfin qui s'est retiré au dernier moment. Euh, Connaissant Porto, je sais pourquoi il s'est retiré, mais euh, je suis aussi, enfin, j'ai adhéré au premier OM Socios Club. Ça a coûté 15 euros, je crois. Je sais plus. Euh, la vision du socio, c'est différente. Le socio, il est là pour la culture, elle est différente parce que on élit les présidents. hum. En France, les présidents, ils arrivent. Ils sont pas élus. Ils arrivent. Ils arrivent avec leur pognon ou pas, parce que Mhm. parfois c'est les actionnaires qui arrivent avec le pognon et ils désignent un président. Euh, et la vision est totalement différente. Il n'y a aucune vision sur le sportif. Il n'y a aucune décision du socio sur le sportif. Absolument aucune. C'est le président qui décide, l'entraîneur peut-être, le directeur sportif, etc. Mais là, le but du projet, c'est justement ça, de modifier un petit peu les choses. Enfin, modifier, non, parce que forcément, mais Je d'avoir ne sais plus ou pas si moins dans la culture française, un modèle français. C'est plus ça que si tu veux. Après, sans forcément rentrer dans les détails de tout ce qui se passe en Europe, où c'est qu'ils sont principalement majoritaires et que ils sont élus, etc. Mais apporter un peu de culture club et puis ouais, apporter mais des choses différentes sur un modèle français. Après, c'est l'éducation à avoir, je pense. ouais, c'est ça, parce que je suis pas convaincu que aujourd'hui on soit les présidents de club acceptent de se dire Mhm. je suis élu, je suis l'élu. Non, mais alors qu'on soit bien d'accord, tu confonds deux modèles. Je pense il y a un modèle qui est majoritaire et il y a un modèle minoritaire. Je pense pas que le Massilia Socios Club souhaite devenir majoritaire. Hein, Non, qu'on soit non, bien je dis d'accord. pas, je parle pas du Massilia Social Club ou je parle juste en France globalement. Je Mhm. pense pas que dans notre pays, en France, Ouais. enfin que les présidents
acceptent d'être élus. Mais pourquoi tu veux qu'il soit élu si... Parce que C'est ça que j'arrive pas à comprendre. en Espagne, on prend beaucoup de personnes, à partir du moment où on parle de socios, etc., on prend l'exemple Ouais, de mais l'Espagne je du pense- Portugal. Ok. Je pense que ce que veut dire, non, je pense que ce que veut dire José, alors c'est José, hein, je pense. Ouais, merci. Je pense que ce que veut dire José, c'est que faire un copier-coller de ce qui se passe au Portugal pour le faire en France, c'est pas possible. Je pense que c'est Ou en Espagne. ou en Laporta. Espagne. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus parce que le modèle n'est pas le même, parce que effectivement ouais, je pense que c'est pas possible. En tout cas, merci de ton intervention. En revanche, faire un modèle. Après, le problème, c'est le modèle. Quand est-ce que tu le fais? C'est un petit Oui, peu mais moi, ce que je pense que le truc qui est un petit peu différent, c'est que faut bien comprendre que ce modèle-là n'est pas culturel chez nous en France. On peut pas se permettre d'arriver de but en blanc sur un modèle culturel qui existe depuis des décennies par rapport à l'Espagne ou par rapport au Portugal, par rapport même à l'Allemagne, qui est ancré totalement dans leur mode de fonctionnement, et se dire qu'on va élire des présidents juste comme ça. Non, je pense que c'est plus un modèle qui sera en complément et en ajout de partenaires privés, voilà, pour être clair, et pas la totalité du truc, quoi. Je pense. Je suis d'accord avec toi. Par contre, alors pour rebondir sur l'entretien qu'on a publié début de semaine sur M Socios, moi j'ai eu plusieurs, je dirais, j'ai retenu plusieurs phrases qui m'ont paru intéressantes. Je vais vous dévoiler. Alors d'abord, donc juste pour rappeler, hein, vu qu'ils sont pas là, c'est dommage qu'ils soient pas là, mais c'est quelque chose qui a été initié en 2016. Donc la personne qu'on a eu en contact a rejoint le groupe Socios Massilia Socios Club. Et l'objectif, c'était de faire un regroupement, parce qu'il y avait plusieurs initiatives de regroupement un petit peu d'initiatives socios à Marseille. Donc ils sont regroupés en 2016 et ils ont créé un collectif. Donc ils l'ont structuré. Et bon, les grandes lignes du projet, il faut aller les voir sur le site. Hein. Il y a une reconnexion du club avec son territoire. Il y a faire évoluer le modèle de gouvernance des clubs français, notamment la formation, la structure organisationnelle, créer des conditions de dialogue avec les supporters. C'est des choses quand même qui sont extrêmement cadrées. Il y a eu énormément de travail de fait par l'association. Et moi, ce que je voudrais, à travers l'entretien, signifier, et c'est quelque part tout ce qu'on note des projets sociaux en France, que ce soit alors pas Bastia, je mets pas forcément Bastia dans le lot, mais Nantes, Guingamp, etc. C'est la grosse difficulté de pouvoir intégrer le conseil d'administration. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire que là, ils sont même rentrés en négociation avec le club. Après, derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces genres de projets, Bastia forcément est la référence en France parce que forcément ils ont réussi, donc c'est la référence, mais ils se prennent tous les coups. Il faut bien être conscient que Marseille, le Massilia Socios à l'époque, avait presque le lead en soi. Absolument. Voilà, parce que du coup, c'est eux qui ont eu les meilleures avancées, les meilleures contributions dès le départ, et c'est eux qui avaient avancé le plus le projet intellectuellement et même physiquement. Donc au final, ils ont fait. C'est dommage qu'ils ne soient pas là, mais je pense qu'ils l'acceptent aussi, qu'ils ont fait des erreurs, notamment en termes de communication, parce qu'à savoir une chose, c'est quand même ils ont réussi à rentrer en négociation avec le club. Donc ça, c'est quand même intéressant 2019, à savoir. Malheureusement, ils n'ont pas communiqué dessus, donc c'est pour ça qu'il faut prendre aussi celle-là, j'ai parlé un petit peu en étant corporatiste, mais il faut prendre toutes les expériences qui ont été menées par le passé pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Donc là, c'est un petit lien aux socios verts, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait ce grand mouvement des socios français. Et là, du coup,
quand on voit quand même qu'ils sont arrivés en négociation avec le club et qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils l'admettent eux-mêmes, je trouve que c'est intéressant que déjà, ils vont pouvoir muter dans leur projet. Donc, c'est Après, dommage qu'ils soient pas Jérémy, là pour nous attention, parce expliquer leur grande ligne. que Jérémy, tu parles de Bastia. Quand ils ont monté ce projet, Bastia était au fond du trou. Je pense que c'est un point qui est important et qu'il ne faut pas oublier, quoi. Aujourd'hui, quel serait, si je me mets à la place des dirigeants marseillais, quel serait l'avantage d'ouvrir les discussions avec un projet comme ça? Là, je peux pas parler de la place des dirigeants marseillais, ça me semble un peu. Non, peu mais c'est compliqué. aussi le ressenti que j'ai eu avec l'entretien qu'on a eu avec Massilia Socios Club, c'est que il y a un moment donné, Et déjà, ils apportent quelque chose au niveau du territoire. Elle est invitée, elle est culture club. Najette, elle suit notamment le Sporting Club de Bastia. C'est vrai qu'il y a eu quand même des incidents, notamment à la commanderie, qui ont eu lieu. C'est vrai que si tu as un groupement de supporters, même si les supporters sont quand même très forts à l'Olympique de Marseille, les groupes de supporters sont très forts. Mais si tu as on va dire, en face de toi, et que tu es obligé d'avoir en face de toi des personnes en réunion qui t'expliquent clairement des choses. Bon, c'est peut-être plus simple au niveau du dialogue. Et puis surtout, si ce sont un petit peu des personnes un petit peu moins dans la passion et dans la raison, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Najette, mais moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Je pense que s'il y aurait enfin, je dis pas qu'il y aurait pas eu, mais il y a eu une déconnexion passé un temps, notamment avec le président Hérault, qui a fait des déclarations complètement lunaires. Je pense que à un moment donné, s'il avait eu des intervenants en face de lui expliquant certaines choses, voilà, peut-être qu'il n'aurait pas fait ces erreurs-là, notamment de communication. C'est possible, oui. Après, bon, ça, c'était un petit peu le surestimé pour lui, pour son cas à lui. Je pense que c'était pas trop quelqu'un qui était dans le coup. Voilà, pour le coup, on parlait d'ego tout à l'heure. S'il y en avait un qui avait un ego plus gros que lui, c'était bien Euro. Donc, je pense qu'avec lui, la discussion. Après, oui, sur le fond, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu as raison. Après, Jérém, moi, sur les projets sociaux et celui de Marseille, mais ça peut être aussi une remarque qui peut être faite sur plein de clubs. Et d'ailleurs, il le disait dans l'entretien, notre intervenant, c'est la compréhension du projet par les supporters, la compréhension du projet par les groupes ultras. Ne pas faire entrer en concurrence les groupes ultras avec ce type de projet. Et ça demande de la pédagogie. Ça demande à ce que, effectivement, les clubs. Moi, je pense qu'en termes plus général, c'est faire comprendre le projet par les supporters tout court. Je pense pas qu'il y ait forcément une concurrence avec les ultras. Je pense clairement qu'il faut faire. Voilà, non, mais c'est la clairement ce qu'il dit. pédagogie. Il dit clairement que les groupes ultras ont peur de se voir perdre une partie de leur pouvoir. C'est réel. Hein. C'est une vraie question. Et c'est vrai à Marseille, c'est vrai à Saint-Étienne, c'est vrai peut-être à Nantes, c'est vrai dans. Je pense que c'est un vrai sujet, quoi. C'est une vraie difficulté, je pense, de faire comprendre aux clubs et aux supporters de ces clubs-là que on va rien vous enlever, quoi. On va rien vous enlever, vous serez toujours ultra, vous serez toujours. Mais vous pourrez être sociaux et vous pourrez apporter différemment au club. Je sais pas, toi, Laurent, qu'est-ce que t'en penses de ça? Quel est ton regard là-dessus? J'en pense que le modèle Socios en France doit trouver son modèle, effectivement, qui sera, à mon avis, jamais celui qui existe en Espagne, par exemple, ou au Portugal. Voilà. On ne peut pas avoir cette réflexion sans regarder comment est construit le foot aujourd'hui en France. Enfin, les structures économiques des clubs font que il sera difficile de faire de la place à ce type de mouvement. C'est une vraie difficulté. Je pense que les patrons de clubs n'ont pas. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils n'ont pas envie, en fait. Ils n'ont pas envie de ça. Ça leur fait peur. Et qu'il va falloir faire preuve d'énormément de pédagogie pour expliquer ce que peut apporter un projet socios au club. Je sais plus, c'est l'intervenant tout à l'heure qui disait il y a quand même une grande différence entre les socios qui élisent un président. Donc, moi, j'ai entendu
qui, par le choix qu'ils font, ont déjà un poids sur la décision de ce qui va se passer dans le club. Ça, à mon avis, on en est très très loin en France. Exactement. on en est loin. On est très loin, et à mon sens, on n'y arrivera jamais. Après, il faut arriver à faire preuve vraiment de pédagogie pour expliquer aux patrons de clubs français que ça va être une aide pour eux, que le groupe va être un allié plutôt qu'une épine dans le pied. Et ça, c'est pas gagné. On en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un autre space là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une notion de timing aussi. L'ambiance qu'il y a aujourd'hui autour des passionnés de foot, et notamment de l'ensemble des supporters, et qu'on le veuille ou non, les socios ne seront jamais complètement décorrélés des supporters. Crée un terreau qui n'est pas propice à mon sens aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je vois un chemin qui est vertueux, qui est noble. Najed disait en débutant, un truc que je ressens aussi beaucoup, c'est que n'importe qui trouve ça bien, les socios. C'est une idée qui est noble, en fait. Tout le monde a envie de voir ça. Mais c'est un peu comme le point G ou Dunkerque. Tout le monde sait ce que c'est, mais personne ne sait où ça se trouve. Aujourd'hui, en France, les socios, ça n'existe pas en termes de concept. Ça existe, mais c'est tellement minoritaire et c'est tellement que, comme tu dis, ça peut faire peur à certains intervenants. Ça peut, alors qu'il existe des modèles, au final, moi, ce que je trouve profondément dommage, c'est qu'on associe forcément ce modèle au modèle espagnol. Voilà. C'est ça que je trouve profondément dommage parce que le vrai pays des socios, c'est pas l'Espagne, c'est l'Allemagne. Et on associe tout le temps ce modèle-là, qui est un modèle qui est profondément raisonnable, au final, bien entendu, qui peut être profondément raisonnable, à un modèle au final qui est totalement déraisonnable, qui amène souvent à la déraison qu'est le modèle espagnol. Je trouve ça vraiment dommage, parce qu'on peut pas dire que la Bundesliga ce soit un échec, quoi. Pourtant au niveau du marketing et tout ça, c'est vraiment dommage. Tiens, il y a Hitch qui veut intervenir. Je vais lui ouvrir la parole. Absolument. Bonsoir Hitch, tu nous entends? Tu nous entends, Hitch, ou pas? Bonsoir. Le système Socios, en fait, en France, ne sera possible qu'à partir du moment où on changera la mentalité du supporter. Parce que la mentalité du supporter français n'est pas la mentalité du supporter, que ce soit allemand ou espagnol. C'est-à-dire que tu peux élire un président, mais si au bout de 3 matchs, il faut que tu le vires, en France, on est capable de le faire. En Espagne, ils sont plus réfléchis que nous, malheureusement. Alors là, je suis désolé, mais je te rejoins pas trop sur le côté raison. On a étudié justement un petit peu au niveau avec Jean-Michel à un moment donné sur les entraîneurs un petit peu la date. Je trouve pas vraiment moi que les Français sont plus déraisonnables que les Espagnols ou que l'Allemand. Bon, peut-être plus les Allemands parce que les Allemands sont très carrés. voilà, mais les Espagnols au final c'est pas du tout dans la raison, quoi. Moi, si je peux te rejoindre un petit peu sur la façon de voir les choses du supporter français, c'est que le supporter français, dans un sens, il aime bien se sentir consommateur. Non, voilà, consommateur. C'est-à-dire, il va voir son match, mais au final, il gueule un peu sur tout, il gueule un peu sur rien, mais au final, il est bien au chaud. Et puis, il n'a pas trop envie d'être acteur de son club. Voilà. Tandis qu'en Espagne. Tu payes un abonnement, tu es acteur de ton club. T'es pas acteur sur les décisions, éventuellement, ou sur de la culture club de ton club. T'es juste un consommateur. Et je pense que clairement, à l'heure actuelle, là où il faut changer les mentalités, c'est justement d'arrêter de se dire qu'on est un petit peu consommateur, mais qu'on peut éventuellement faire changer certaines choses au niveau du club. Mais voilà. Après, je pense que même au niveau de la fiscalité française comparée à la fiscalité étrangère, si en fait tu es socios et tout, je pense qu'en fait il va y avoir quelque chose au niveau de la fiscalité qui est pas possible aussi. Parce que les clubs français sont plus imposés que les clubs de tous les autres championnats. Ouais, je vois pas trop le rapport parce que tu fais partie en fait, du club, forcément, s'il y a des bénéfices, il faut que tu les déclares. Oui. Et toi, en tant que socios, il faut que tu les déclares sur ta fiche de paye.
Alors, tout dépend du modèle que tu es. Par exemple, une SIC, tu peux pas faire. Enfin, c'est plafonné tout ça. C'est un peu complexe, c'est des choses juridiques, mais c'est plafonné. Et tu peux, Non, par c'est exemple, pas, aussi C'est une remarque, non, mettre mais c'est une dans une remarque société. intéressante qui mériterait presque Oui, une émission entière là-dessus. ouais, c'est ouais. ça, parce que c'est Non, très mais c'est complexe et vrai, c'est vrai, juridique. c'est vrai. Mais juste pour répondre à la question, donc pour une SIC, c'est un peu plafonné. Et pour une société commerciale, pour avoir étudié un petit peu dernièrement le sujet, normalement, alors, je vais prendre un peu de pincettes parce que voilà, tu peux dire dans tes statuts que tu ne feras pas de bénéfices et que tu ne reporteras pas, on va dire, les dividendes de la société euh, sur autre chose. Donc, tu prends pas de dividendes en Mais fait. non, mais si, enfin, en France, si tu crées des dividendes, tu es obligé par la loi de les redistribuer. Bah, tu les redistribues à qui tu l'entends. C'est-à-dire, soit tu les redistribues. Par exemple, mettons que tu es une société à part du club. Parlons On d'Airbus, dit, par exemple. Airbus, quand tu es salarié de Airbus, dès qu'il y a des dividendes en fin de la société, tu es obligé de les redistribuer sur les salariés. ah oui, sur les Non, salariés. ça, c'est autre chose, c'est les contrats Oui, ça, c'est, d'intéressement. voilà. Et les Les partenaires. dividendes, Donc, les si tu es socios, dividendes, tu es partenaire, Moi, je croyais que tu du parlais coup, des tu es obligé de dividendes. toucher des dividendes. les Oui, oui. dividendes, la loi ne t'oblige pas à les distribuer, hein. Tu peux les laisser dans les fonds propres, hein. Rien qui oblige à distribuer D'accord. les dividendes. Bon, bon, Là, je pense que ce à quoi tu fais allusion, c'est plutôt les contrats d'intéressement qui font que les salariés sont intéressés hum, aux résultats positifs de l'entreprise. Et dans ce cas-là, effectivement, une quote-part du résultat positif doit, par contrat, être attribuée au contrat d'intéressement. Mais là, c'est un peu différent. hum. Euh, enfin, ça dépend du statut de la société, mais rien n'oblige les dividendes à être distribués. D'accord, ok. Ok. Ben, merci. Ben, Non, mais je ferai. c'est intéressant ce que tu as dit parce qu'en fait, quelque part, on voit bien, En tout cas, merci. ouais, Merci de c'est ton intéressant parce intervention. qu'on voit bien quand même que entre la notion de socios à l'étranger, et on l'a bien vu, hein, enfin, c'est aussi en cours parce qu'on est en train de discuter avec des socios ou des modèles sociaux étrangers, on voit bien que la notion de socios n'est pas du tout la même entre l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et la France, ou ce qu'on appelle les socios en France. Et, et ce que disait, Mais moi, je le rejoins, Hitch, dans le sens où c'est que faut que faut faire évoluer les mentalités, mais il faut faire évoluer les mentalités plus en profondeur que ça, au mais moi, final. Il a raison, mais, pour moi, il se dévoie dans le sens à dire que le supporter français est pas raisonnable. Non, il est aussi déraisonnable ou raisonnable que n'importe lequel. Bon, peut-être pas l'allemand, parce que l'allemand, c'est vrai que c'est assez je sais carré. pas. Mais Non, mais c'est une vraie. bah, Je si. pense que c'est une vraie question. Je pense que c'est une vraie question parce que Alors pour être en profondeur et essayer de ramener à certaines, enfin à l'association notamment, beaucoup de contributeurs le plus possible, c'est le supporter français ou peut-être le plus voilà, est plus consommateur. Et il faut qu'il devienne consomme acteur, comme ils mettent absolument. notamment en massification. Il faut qu'il apprenne que, mais c'est un petit peu général ce que je dis là, parce que ça peut être valable aussi un petit peu sur la nourriture, etc. Voilà. Et je pense que vraiment qu'il faut faire changer les choses là-dessus. Voilà. Qu'à chaque fois qu'on fait une action, ben ça vaut pour son club, quoi. Bien sûr. Bon, après, moi, je trouve pas que. Enfin, j'entends ce que tu dis sur le fait d'être consommateur, mais. Alors, pour moi, ça, ouais, peut-être pour 80% de la Ligue 1, mais pour le reste, enfin, moi, en tout cas, pour l'OM, je j'ai pas l'impression. Enfin, tu dis on n'est pas acteur, etc. T'inquiète pas que quand il y a des choses qui vont pas et que il faut faire bouger les choses, je pense que les supporters ont leur rôle là-dedans. Et tout ce qui s'est passé avec Euro dernièrement, ben, ça en est la preuve. Donc, Ouais, mais là, t'inquiète tu pas vois, que justement, moi, c'est peut-être aussi ces dérives-là ben, qui font oui, que, tu vois ce que je veux dire? Ces dérives-là sont, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais la commanderie, c'est une dérive. Et non, mais que ce soit pour moi, que tu c'est fais une une passe dérive, oui. décisive dans le sens de dire, peut-être qu'avec des socios, alors peut-être que ça serait passé pareil, hein, mais peut-être qu'avec des socios au capital, avec des intervenants qui disent attention, vous êtes en train de franchir la barrière, attention, 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 et avoir peut-être une voie directe, par exemple, pas tout le temps, bien entendu, mais directement
à McCourt, t'aurais pas eu la commanderie. Moi, en fait, différents intervenants me disent souvent, ouais, mais en gros, ça nous fait peur ou voilà, c'est pas culturel parce que on ramène. Il y a des intervenants qui ramènent systématiquement aux ultras, mais le champ des supporters ne se limite pas qu'aux ultras. Il y a beaucoup plus de supporters que ça. Et au final, c'est vrai que ça fait un mélange des genres. Et c'est là aussi qu'il faut être très dans la pédagogie, de se dire que voilà, il n'y a pas que les ultras qui font des actions qui au final sont jusqu'au boutistes. Non, non, mais ça c'est sûr, il y a plusieurs modèles, faut pas forcément. Ah oui, les ultras, c'est les ultras, les socios, c'est un modèle différent. Moi, Justement, ça, c'est un sujet super intéressant dont j'ai parlé récemment, Jérémy, dans une autre émission où tu étais. Moi, il y a un truc qui reste encore flou pour moi, hein, alors, notamment dans le cadre du projet Socios Vert que je suis pas à pas, mais même sur les projets sociaux, c'est comment ça s'articule justement par rapport à la mouvance ultra, par rapport au groupe constitué. Est-ce que ça va pas être considéré comme juste une composante de plus d'un même mouvement? Mais nous Et je sommes répète, pas. à Enfin, un moment où l'atmosphère autour de tout ça est pas des plus moi, claires. je pense que les ultras, attention, ils ont leur rôle totalement. Enfin, voilà. Après, ils font leurs actions, mais je vois pas en quoi on serait un frein ou on ferait quelque chose qui ferait que. Non, je pense que voilà, chacun son rôle, et puis c'est tout, quoi. Moi, j'arrive pas trop à concevoir ça comme ça. Donc, bien, après, c'est un avis tout personnel. Voilà. Eux, ils ont peut-être un avis négatif, mais je vois pas en quoi ça serait négatif. C'est même au cœur un peu d'être de l'ultra, ça, au final, de décider un petit peu pour son club, au final, non? Jean-Michel, toi, t'en penses quoi, toi? Il est plus là. Je suis tout seul à parler. Allô, allô? Vous m'écoutez? Oui, oui, moi je suis là. Ah, bon, bah d'accord. Pardon, excuse-moi, j'avais coupé mon micro. On en a fait des entretiens avec des projets sociaux, de petits clubs, de gros clubs. Moi, je vois trois problèmes. Enfin, je vois trois. Alors d'abord, je vois plusieurs avantages et je vois aussi des problèmes. Les avantages, c'est quoi? Pour moi, c'est clairement reconnecter les gens. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Jérémy, avec leur club. Alors, ce que toi, tu disais d'être un peu des supporters spectateurs. Alors, c'est compliqué de dire à des supporters marseillais qui se déplacent dans tous les sens et qui font des centaines de kilomètres pour aller voir un match euh, que ce sont des supporters pas acteurs. Mais ils sont acteurs sur les 90 minutes. Ils vont voir le match, ils gueulent à juste titre. Là, le projet social, c'est leur donner la possibilité d'avoir un vrai pouvoir à l'intérieur du club. Donc, sur le papier, c'est top. Je rajouterais également qu'il y a eu la période Covid qui a, à mon avis, été bénéfique à tous ces projets. Parce qu'on s'est rendu compte que sans les supporters au stade, il ne se passait pas grand-chose, on faisait chier. Et puis, on s'est rendu compte aussi que le supporter, quand il n'est pas au stade, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir, en fait? À part hurler sur les réseaux sociaux, dire que Puel est un con et que Nordin en touche pas une, si tu veux, le pouvoir, il est limité. Et le fait que tu mettes un projet comme ça à l'intérieur des clubs, ça reconnecte les gens avec leur propre club quand il y a des pandémies comme ça ou quand il y a des situations un peu improbables. Donc ça, pour moi, c'est le contexte qui est favorable. Après, je vois trois gros freins dans tous les arguments qu'on a eus de la part des entretiens qu'on a pu faire, hein, que ce soit Guingamp, Bastia. Alors Bastia, c'est un peu compliqué. Je mettrais Bastia à part parce qu'ils étaient dans un contexte un peu compliqué financièrement qui a fait que justement ce projet a pu voir le jour. Mais Guingamp, Saint-Étienne, Marseille,
si tu arrives avec un projet comme ça, qu'est-ce que te disent les dirigeants? Quel est l'intérêt des dirigeants de t'ouvrir de t'écouter et puis de t'ouvrir un poste au conseil d'administration? Moi, c'est ça. Il y a une forme de timing. Après, La deuxième chose, c'est le lien avec les ultras. Pardon, excuse-moi. La deuxième chose, c'est le lien avec les ultras. C'est qu'est-ce que tu fais des ultras? Est-ce que les ultras, ils vont pas voir ton projet comme un truc un peu concurrent qui va venir leur... Et ils le disent, hein, les Marseillais, les socios marseillais, ils le disent. Ouais, les ultras, on a du mal à leur faire comprendre qu'ils vont pas Je sais pas, moi j'ai pas compris ça dans l'intervention. Ils ont même été si, plutôt. il le dit clairement. Ils ont été même plutôt dans le soutien et tout ça. Bon, Non, mais ils ont été dans le soutien, mais il y a une forme de pédagogie à avoir pour pas que les ultras perdent de leur pouvoir. Ça, c'est une vraie crainte de la part des ultras. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est si on prend la situation de Bordeaux, par exemple. Situation de Bordeaux, bon, sportivement, une cata, médiatiquement, une cata. Les ultramarines, la situation entre les ultramarines et la direction de Bordeaux, est-ce que c'est une pub ou est-ce que ce n'est pas une pub pour le projet Socios? Pour vous? Ah bah clairement, c'est une pub. Mais clairement. Clairement. Bon, après, le contexte bordelais est particulier quand même. Et puis je veux pas parler au nom des Bordelais, mais clairement, c'est une pub parce que ça. Au final, pourquoi Bordeaux, ça s'est passé comme ça? Parce que tu as un seul intervenant. Tu as un seul intervenant référent des supporters. T'en as pas d'autres. Voilà, c'est tout. Hein. Donc pour toi, c'est une pub? Ah, pour moi, clairement, oui. Clairement. Clairement, oui. Par contre, on a eu pas mal de demandes d'intervention. Donc là, j'ai grandes oreilles. Je vais t'ajouter comme intervenant. Et puis après, ce sera à fil de M. Je sais pas ce que c'est. On reste encore une petite dizaine, une petite quinzaine de minutes. Voilà, c'est ça, pas plus. Puis on coupe, c'est ça? C'est ça. Ça devrait être bon normalement. Allô? Grandes oreilles, ton micro est coupé. Fil de M, si tu veux poser ta question ou intervenir, vas-y, n'hésite pas. Oui, bonsoir, messieurs. Ah, attends, je coupe du coup. Bonsoir. Ouais, vous m'entendez? Je coupe ton micro. Oui, on t'entend. Ouais, bah écoutez, moi, c'est intéressant un peu le sujet, là. Ça fait un petit moment que je vous écoute. Moi, je vais vous donner mon avis. Alors, bien évidemment, c'est un avis personnel. En France, pour moi, ça va être très, 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 très compliqué d'avoir un projet social. Pourquoi? Parce que, déjà, de une, on n'a peut-être pas cette mentalité. Et je pense que pour créer un projet social dans un club, pour que ça marche réellement, il faut que ce soit un grand club et un club qui soit ancré depuis un siècle, ou etc. etc. On peut parler du Real, on peut parler de Barcelone, Bayern, Milan, etc. Là, je vous dirai pourquoi pas. À Marseille, on a essayé. Ils ont essayé. Le projet, il n'a pas pris. Ça fait quand même quelques années que je dis bien. On peut pas dire que le projet n'a pas pris. On peut pas dire que le projet n'a pas pris parce qu'ils sont quand même arrivés à monter une certaine somme. Ils ont arrivé à discuter avec les différents des dirigeants. On peut pas dire que ça n'a pas pris au final. Quand je dis que ça n'a pas pris, c'est en termes d'adhésion. Pourquoi? Ah bah l'adhésion est pour eux. Pourquoi? Parce que je vous rappelle quand même que les groupes de supporters à Marseille, alors là je parle avec l'expérience et avec à mon titre personnel. Je ne représente aucun groupe, malgré que je les connais, je les ai vus naître. À Marseille, ça fait quand même 40 ans qu'il y a des groupes. Ça fait quand même 40 ans qu'on se bat pour que les places du stade, et c'est la base pour nous, avec bien évidemment les victoires, l'image du club. Mais la base, c'est quoi? Vous savez, à Marseille, on est dans une ville populaire, et la base, c'est de garder les virages à un tarif quand même assez compétitif, entre guillemets. Ça, c'est la première chose.
Deuxièmement, ce qui fait l'engouement d'un club, c'est les victoires. Et aujourd'hui, moi, j'ai bien peur qu'en créant, bien évidemment, un projet social, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça étouffe un petit peu cette ferveur qu'il y a dans les virages. Parce que je rappelle que les virages, c'est 80% d'influence. Mais pourquoi tu veux que ça étouffe? Alors, Pourquoi tu veux que alors ça attention, étouffe? je dis bien que ça étouffe. Par contre, où ça peut être positif, bien évidemment, c'est d'avoir une discussion aussi avec la direction, avec bien évidemment des esprits un peu apaisés. Ce qui s'est passé à la commanderie, effectivement, s'il y aurait eu éventuellement un projet social, peut-être ça ne se serait pas passé. Alors, ça n'aurait jamais dû se passer. On était devant une direction qui écoutait pas certaines choses. Voilà. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en France, il faut être. On n'a pas. Alors on n'a pas. Je dis pas dans la majorité des stades, mais on n'a pas cette ferveur, vous voyez, il faut vivre le ballon pour être sociaux, je pense. Si vous êtes sociaux dans un club comme Guingamp, je vois pas ce que ça. Peut-être ça apporterait quelque chose, mais moi j'ai un doute sur ce projet en France. Voilà, tout simplement. Après, redistribution des dividendes, etc., c'est encore autre chose. Je t'avoue, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux que ça enlève la ferveur. Nous, aujourd'hui, ce qu'on peut constater dans les tribunes à Marseille, ce qui a donné. Alors, l'OM, c'est l'OM, hein, ça existe depuis plus d'un siècle, mais ces 40 dernières années, quand même, on peut dire si aujourd'hui Marseille a quand même cette réputation et c'est prouvé quand même, hein, cette ambiance dans le stade, c'est que à 90%, les clubs de supporters y ont apporté leur contribution, tout en sachant quand même qu'avant les clubs de supporters, il y avait cet engouement, pardon. Moi, j'ai assisté à la montée à OM Tonon en deuxième division, je peux vous garantir que, mais c'était pas structuré comme c'est aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui s'occupent de ces clubs de supporters, il y a des gens qui ont des contacts avec l'OM, il y a des gens qui vont remonter, bien évidemment, les problèmes qu'on peut rencontrer. Hein. Voilà, nous, on cherche quoi moi, je leur demande quoi à ces gens c'est à ce qu'on ait du résultat, à tous les niveaux, sur le terrain. Si on a des résultats sur le terrain, c'est pas passer pour des pitres comme on a passé, on a représenté. Alors, moi, je vais revenir sur les héros. Sincèrement, ce qui s'est passé avec les Yankees, il faut que vous le sachiez. Hein. On peut me dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, mais il a pénalisé 5000 personnes, 5000 adhérents Yankees, il les a pénalisés. D'accord. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu un souci. Alors un souci, bien évidemment, de bracelet. Moi, ce que je peux dire, c'est que le responsable des Yankees, il s'est fait doubler. Il s'est fait doubler dans cette affaire-là. Et vu que c'était le responsable des Yankees, qui, bien évidemment, par rapport à tous les présidents des clubs de supporters, était très 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 revendicatif vis-à-vis de la direction de l'OM, d'accord, parce qu'il se permettait de lancer des messages dans le virage qui étaient quand même assez secouants pour la direction de la marque, mais il le faisait, d'accord. Donc il y a eu ce problème de celui qui s'est fait doubler, le gars, malheureusement. Alors prouvé, pas prouvé, moi je rentre pas là-dedans, mais en connaissant un petit peu la personne, je reste quand même étonné, et c'est pas possible. Voilà. Donc derrière, ils ont proposé leur démission, ces gens-là, d'accord, au club. Héros, bien évidemment, a refusé cette démission, d'accord, et l'Union des Yankees. Ouais, mais là, je suis désolé, mais on Voilà. rentre un peu Non, mais il trop fallait le dans savoir. les Voilà, ça, détails, mais à titre, allez, je vais ouais. dire, je suis neutre. Voilà. Non, mais Voilà. c'est intéressant Après, ce que dit notre ami là. oui, Bon, merci beaucoup. oui, Merci avec beaucoup de plaisir. ton intervention. Ce qui- en- Non, ce que nous dit Grandes Oreilles, c'est en fait c'est la crainte qu'un projet comme les Socios euh, fasse fermer un petit peu la gueule aux supporters. Oui, oui, mais c'est sûr. Bon, après, Je pense que c'est ça. mais Je pense que c'est ça. ça n'arrivera pas parce qu'ils ont ça leur rôle et nécessite. puis Ça ils nécessite. auront toujours leur rôle parce que c'est tellement Bien sûr. spécifique français qu'au final, je ne vois Et pas ça pourquoi. nécessite d'avoir énormément de pédagogie euh, pour justement faire évoluer les choses. Mais ça, c'est. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la connexion que je vois pas, l'articulation que je vois pas justement entre ces différentes composantes. Moi, je sais pas si ça va, quelle écoute, incidence ça pourrait avoir sur les uns et sur les autres. Mais aujourd'hui, je la vois pas, cette connexion. Je la vois pas, l'harmonisation de l'ensemble de ces composantes. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi il faut avoir une harmonie forcément avec. Il y aura deux entités qui seront bien distinctes.
Je vois pas pourquoi il faut une harmonie. Je suis désolé, je suis peut-être bête, mais Bah, j'arrive non, pas à comprendre pourquoi mais parce faut que une harmonie totale. si le projet Socios arrive à son terme avec un rôle à jouer dans la vie quotidienne du club, c'est-à-dire même avec une présence au conseil d'administration, Mais les joueurs, à un moment donné, les ultras n'ont tu pas ne peux ça. pas. N'ont jamais, c'est pas leur rôle. Ça n'a jamais été Non, mais leur rôle. Ça n'a jamais c'est été pas leur ça, revendication. Jérémy. Mais tu ne peux pas, tu ne pourras pas empêcher les mouvances de groupes constitués, à un moment donné, de pouvoir être en résistance vis-à-vis de ça, Mais parce pourquoi, que pourquoi ils seraient en parce qu'ils résistance? parce qu'ils seront pas enfin, je vais le dire crûment, mais si demain le projet Socios Vert va au bout et qu'il n'y a pas eu de ce que j'appelle d'articulation avec les ultras, je te mets mon billet que les Magic fans et les Green Angels vont vous reprocher d'être des lieutenants de la direction. Voilà. Absolument. C'est ça que je suis en train de te dire. Et c'est ça que visiblement tu veux pas entendre. Et ça, c'est un vrai danger. Hmm. S'il y a pas à un moment Mais, donné, s'il y a pas à un moment donné un point de jonction entre les différentes composantes de ce qui fait le supporterisme autour d'un club, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher, Jérémy. mhm. Oui. Vous avez, enfin, vous avez sans doute raison sur ce fait-là bien précis. Mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi après, à terme, ils ne viendront pas vers nous. C'est Ouais, en fait, si je voulais faire une petite métaphore un peu bidon, en ce 23h02, Jérémy, il veut dire une chose, c'est tu peux avoir ta carte Magic Fan, mais être soso. et Socios, un peu comme tu peux être, Tout dépend de ce que tu peux tu avoir délimites tu et peux tu te t'avoir ta penses que ce carte, que tu peux avoir ta carte abonnée Célio et acheter tes jeans chez Célio tout en étant chez Jules ou chez je sais pas quoi, n'importe quelle merde. Tu vois, c'est pas engageant en réalité. bah non. Être sociaux, c'est juste dire bah voilà, je vais mettre 50 balles par an parce que je suis supporter des Verts et en même temps, bah, effectivement, je suis ultra Magic fan et je serai ultra. Là, Ok. Moi, moi, ça me je suis désolé, mais je vous trouve angélique là-dessus. Une remarque qu'a fait Nadjet tout à l'heure est pour moi très significative. Les supporters qui sont dans les mouvements ultra ou pas ultra, mais supporters, ils ont l'impression de jouer un rôle dans le club. Et aujourd'hui, vous arrivez avec un projet dont ils feront partie ou Ah, pas, c'est pas moi. mais qui a la prétention légitime d'avoir aussi un rôle et un rôle plus important. À un moment donné, si tu crées pas une communauté d'enjeux avec toutes ces composantes, ça va coincer. Ah, mais ça, c'est certain. De toute façon, je ne vois pas pourquoi les ultras n'auraient pas un rôle à jouer, enfin, effectivement, dans les différents projets. Moi, Après, sur le retour d'expérience que j'ai, hein, euh, comment définir? Bien comme il faut. Que ce soit partout où les projets sont concrétisés, donc bon, il n'y en a pas des masses, hein, c'est vrai, mais partout où les projets se sont montés, je ne vais pas dire que les ultras n'avaient rien à foutre, mais pas loin en fait. Je pense que vous accordez trop d'importance à cet aspect-là, de pouvoir. Alors, c'est sûr que quand il y a une entité qui écrase tout, ça doit être compliqué à gérer parce que là, du coup, de fait, ils ont le monopole. Mais enfin, que ce soit sur certains endroits, il n'y a pas de monopole attitré. Après, je connais pas la spécificité de l'OM. Ça aurait été intéressant de voir OM Socios en parler. Ça aurait été très intéressant. Moi, ce que j'ai vu en ayant fait l'interview, c'est que clairement, bon, il y en a qui sont sceptiques, comme partout, mais il y en a, ils n'ont jamais eu un frein. Les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille n'ont pas freiné des cas de fer sur leur projet. Ils sont rentrés en lien avec la direction. Il n'y a pas eu d'enflammade à dire on vous soutient et on va vers vous, hein, qu'on soit d'accord. Mais il n'y a pas eu de frein. Voilà. C'est juste clairement pas les choses qu'ils avaient définies dans leur mentalité. C'est tout. Après, là, c'est très philosophique, mais si on te dit ça m'intéresse pas, ça nous intéresse pas, nous, on a notre structure et on est écouté par le club différemment, bah, voilà, tant mieux. Enfin,
Je me fais peut-être une fausse idée, hein, attention, hein, mais pour le moment, je vois pas trop le frein que ça a pu effectuer. Et notamment à l'Olympique de Marseille, là, je l'ai sous les yeux sur la phrase sur les ultras. Les nombreux gros ultras à l'OM font-ils partie de votre organisation? Et si oui, vous êtes-ils? Aucun groupe n'est partie prenante. Certains ont soutenu le projet, mais sans forcément s'étendre publiquement. D'autres nous ont dit qu'ils n'étaient pas convaincus, mais en aucun cas n'a fait part de son hostilité. À ce jour, ils ne sont pas dans le projet. Voilà, et Ouais, ça, cette phrase-là, cette phrase-là est récurrente dans tous les intervenants que j'ai eus. C'est-à-dire qu'à titre individuel, nous avons des ultras. À titre collectif, nous n'en avons pas. Et ça, c'est récurrent partout. Ouais, mais tu oublies une phrase qui est extrêmement importante, à mon avis. C'est la grosse difficulté spécifique à Marseille est le sentiment erroné que c'est un projet qui vient concurrencer les groupes de supporters. Et ça c'est quand même c'est fort. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, c'est une guerre de chapelle en réalité. Alors, c'est fort et pour moi c'est central. Hein. Mais où est-ce que tu vois cette phrase là? Je la vois pas moi. Je suis persuadé que même dans un club à une échelle différente comme Saint-Étienne, à un moment donné, même s'il y a plusieurs personnes individuellement de la mouvance ultra qui participent aux projets sociaux, l'ensemble des collectifs ultra pourraient rentrer dans ce que Stache appelle une guerre de chapelle. C'est un frein qu'il faut avoir en tête, voilà. Et oui, c'est possible. Le meilleur moyen de le desserrer, ce frein, c'est d'à un moment donné de les faire participer au montage du projet. Ok, très bien. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir, n'est-ce pas, Jean-Michel? Oui, c'est très bien. On a fait une belle émission. C'était notre première. Je remercie tous les participants. Je remercie également Jérém, Najet, Joss, évidemment, mais également les participants, Mendes et tous les auditeurs qui ont participé ou qui ont en tout cas écouté cette première. N'hésitez pas à en faire une pub. C'est possible qu'on fasse quelques audios comme ça de temps en temps quand le cœur nous en dit. Et puis, lisez soccerpopulaire.com, voilà. C'est très important. Alors c'est très long, effectivement, on fait des entretiens extrêmement longs, mais on veut que les gens lisent. Voilà, c'est important. Et qui ne se contentent pas de publications Twitter à 144 caractères. Voilà. Merci Jérém, merci Nadia. Merci. Allez, bisous à tous. Bonsoir à tous. Bientôt.